Voilà. On va pouvoir commencer. Nos amis qui sont encore debout vont pouvoir s'installer tranquillement, confortablement. Il reste encore quelques places là au deuxième, troisième rang pour celles et ceux qui sont sur le côté. Au fond, encore quelques places. Je m'appelle Clément Le Sort, je suis journaliste économique et surtout très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition, cérémonie de clôture de l'International Week. Après Laval, Angers, Le Mans, La Roche-sur-Yon, c'est aujourd'hui à Nantes, évidemment que les choses se passent. Soirée de clôture donc de cette nouvelle édition de l'International Week à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire, au centre des Salorges, le rendez-vous annuel de l'International en région Pays de la Loire bien entendu. Tous les acteurs du développement de votre export de l'international sont mobilisés. J'entendais tout à l'heure 70 pays représentés aujourd'hui à Nantes. Je vous rappelle aussi, je vous précise que vous découvriez avant qu'on commence les photos de l'International Week de cette journée, bientôt disponible sur le site de l'événement, au même titre d'ailleurs que l'ensemble des supports qui ont été diffusés tout au long des workshops, des ateliers. Avant de remettre, puisque c'est le démarrage, la première séquence, la première brique de notre événement, de remettre les coups de cœur à nos 4 entreprises du territoire, je vais appeler à venir me rejoindre 3 dirigeants de notre territoire qui ont l'international chevillé au corps. Effectivement, ils en sont la pleine incarnation d'ailleurs à titre et en fonction de leur quotidien de dirigeants sur notre territoire. Eh bien, c'est Chiara Danelli, Bruno Voisard et Jean-François Gendron, avec vos applaudissements bien sûr, sur l'accueil. Et Jean-François, Bruno. Et voilà, le micro. Merci à tous les 3 d'être avec nous pour cette séquence de clôture. Chiara Danelli, vice-présidente de la CCI Nantes-Saint-Nazaire, en charge de la stratégie internationale, directeur général du groupe Bouillet. Bruno Voisard, à ses côtés, président de l'International West Club, bien entendu. Et enfin, Jean-François Gendron, président de la CCI régionale Pays de la Loire. Jean-François, peut-être, allez, on va commencer avec vous, une fois n'est pas coutume. On va vous donner un micro. C'est parfait. J'ai pas de papier, parce que vous avez... Pourquoi vous avez des papiers, vous A-t-il besoin d'un papier, Jean-François? Non, il a tout dans la tête. Je sais rien, non. Je disais, Jean-François, d'ailleurs, Oui. quelques chiffres. Tiens, on va commencer avec quelques métriques. Je sais que nos dirigeants aiment ça. Au 4e trimestre 2020, les ventes françaises à l'étranger ont progressé de l'ordre de 5% au même moment où notre économie était en pleine récession. Comment est-ce qu'on explique ces bons chiffres de l'international, et notamment sur notre territoire? En quelques mots, pas de conférence, hein, quelques secondes. Et sans papier. Non, mais les chiffres à l'international, ça vient, il y a un effet de yo-yo permanent. Donc, à un instant T, vous allez avoir ce genre de résultats. Puis après, on va vous dire que c'est catastrophique, que nos entreprises n'exportent pas assez. Donc, moi, ce que je constate, c'est qu'ici, en Pays de la Loire, puisque nous sommes dans cette belle région, relativement dynamique, voire très dynamique, avec beaucoup d'entreprises qui exportent de toute taille. Il n'y a pas que les chantiers de l'Atlantique ou Airbus. On a aussi et surtout de très très belles PME, PMI qui exportent, et que avec notre organisation Team France Export, en toute modestie, nous essayons avec nos partenaires, avec la région et tous les autres de contribuer à développer ces exportations. Et je pense que le succès de cette semaine encore de l'International Week cette année, et notamment ici avec le point d'orgue à Nantes, le prouve. Jean-François Gendron, je voudrais qu'on revienne aussi, parce que vous en avez vécu des éditions de l'International Week. Est-ce que celle-ci, pardon ? C'est la 13e. C'est la 13e. Bon, celle-ci, est-ce qu'elle a une saveur un peu particulière pour vous ? Oui, c'est la dernière. Voilà, pour vous tout. Oui, pour moi. Voilà, non, mais je le précise, parce qu'on n'est pas en train de vous annoncer que c'est fini. Hein. Non. Bon, c'est la dernière pour vous. C'est tout. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Du coup, je vais prendre la parole. J'ai pas de droit de suite. J'ai vu Jean-François faire naître avec d'autres. ICD. C'était ICD à l'époque. International Connecting Day. Voilà, exactement. Oui. Donc, 4e édition de l'International Week. Hein. Merci pour ça, parce que c'était une énergie. J'ai créé ça à Nantes, avec plusieurs, bien sûr. Ce qui est important, c'est que avec l'aide des présidents de CCI territoriales, on a réussi à transformer l'essai, à faire en sorte que
on s'accorde tous pour qu'il y ait cette semaine de l'international et que les autres chambres acceptent de faire cet événement bloqué sur une semaine. Donc voilà, ça doit être la 4e édition, je crois. 4e édition. Après ICD. Puis il va falloir sans doute faire progresser encore, évoluer le concept, mais malgré ou après ces crises que nous venons de subir, nous sommes encore là, encore plus présents peut-être qu'avant. Bruno Voisin, vous évoquiez effectivement la question et la place de cette International Week. Côté IOC, l'International West Club, un dispositif clé et facilitateur, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les entreprises que vous accompagnez dans leur développement à l'international et à l'export? Alors nous, en fait, on ne les accompagne pas. L'idée de IOC, c'est un club d'entreprises qui échange de l'information et donc, c'est 250 entreprises qui sont aussi liées à la Mayenne et à la Vendée. Donc, ça permet d'avoir encore plus de contacts. Donc, par exemple, moi, j'ai dans mon téléphone la liste des membres et je sais qui est implanté au Maroc ou qui exporte en Colombie. Et donc, si un membre veut savoir si l'autre membre peut l'aider, il peut. Donc, c'est plutôt de l'entraide, de l'information. Et je crois que ce qui est maintenant tout à fait clair, et je pense que cette week et ce que tu as fait à l'époque et qui a été repris maintenant, et la team aussi, ça permet d'éclaircir. Donc la team, c'est l'outil indispensable pour avancer avec des outils comme Stratexio, etc. Nous, on est vraiment le club d'échange d'infos, d'envie, et on a vraiment bien bossé aujourd'hui, tout ce qu'on a fait, les cafés pays, etc. Enfin, je pense que beaucoup d'entre vous ont participé, et voilà, je crois que c'était, j'espère, intéressant, et on est là pour ça. Bon, International West Club, beaucoup, nombreux en tout cas, sont les adhérents qui font partie de ce club-là. Il y a encore des marges de progression, on a des niveaux de maturité de nos entreprises, on a quelques grands champions de l'export et de l'international, mais il y a encore du travail à faire. Ah bah oui, bien sûr. D'abord, il faut avoir envie d'échanger. Il y a des gens qui exportent et puis qui sont contents de vivre cachés avec leur petit marché. Et ils ne vont jamais le partager. L'idée d'IOC, c'est qu'on a envie de partager quelque chose. Donc on vient à la fois chercher de l'information et en donner. Voilà, nos clubs pays. Voilà, je vois Pierre qui est le club Afrique. Dans nos clubs, on a des clubs spécialisés sur une région et ça permet, voilà, encore une fois, d'échanger, d'avancer. Et il y a toute taille. Aujourd'hui, on avait des néo-exportateurs qui se grattent la tête, mais ça peut être des grandes entreprises. Hein. On avait tout à l'heure l'entreprise Jeannot, les fenêtres, qui adhère parce que, pourquoi pas un retour aux États-Unis qui avait été quitté il y a 20 ans. Donc on est là pour échanger. Chiara, vous êtes à côté de moi. Moi, je vous connais très bien, évidemment. Je sais que vous êtes l'incarnation de cette internationale. On ne va pas parler de votre activité, mais plutôt avec votre casquette de vice-présidente en charge de la stratégie internationale à la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire. Quel regard vous portez sur l'international? À quoi ça tient la réussite de celles et ceux qui ont été joués à l'international à l'export et pour qui ça a marché? L'international, pour moi, c'est avoir les bons partenaires, avoir le bon réseau, avoir les bonnes informations, avoir la confiance aussi dans le futur, la confiance dans le monde. Donc c'est pour ça que l'international me fascine, parce que c'est toujours optimiste. Ceux qui exportent, les entreprises qui vont vers l'international vont vers les autres. Et donc ça veut dire qu'ils voient positivement le monde et le futur. Et c'est tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Je trouve que dans cette journée, on a vraiment vu beaucoup d'optimisme, beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance dans les autres, d'ouverture d'esprit, envie de réseauter, envie d'être entre nous, envie d'échanger, c'est l'esprit de l'IOC. Hein. Et donc, c'est ce qui me fait plaisir dans cette journée, qu'on clôture avec cette belle soirée dans laquelle on veut justement aussi célébrer des entreprises qui ont bien progressé à l'international. On va remettre des trophées pour des entreprises qui ont été choisies par nos partenaires, sont ce qu'on appelle les coups de cœur. Et donc, on passe, je pense, à la séance coups de cœur, ce qui va célébrer, bien sûr, les entreprises courageuses qu'aujourd'hui se lancent à l'international. Mais aujourd'hui, on en a vu beaucoup. J'étais sur le stand de l'IOC. On a vu combien d'entreprises sont intéressées aujourd'hui de s'ouvrir. Et ça fait énormément plaisir.
Bon, alors il est temps évidemment de passer à la remise de ces coups de cœur à ces entreprises qui ont été sélectionnées. Pour ça, on a besoin de partenaires. Premier grand partenaire, partenaire historique de l'International Week. Kira Denis, je vous laisse l'honneur et le plaisir d'appeler ce partenaire. Alors, je vais appeler Mireille Abi, directeur général de la CIC West. Avec vos applaudissements, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir, Madame la directrice générale du CIC West. On vous écoute, Jean-François. Avant qu'elle prenne la parole, je voulais juste dire que le CIC est, depuis la première édition, partenaire d'ICD et donc d'International Week maintenant. Alors, ça n'est pas du tout négatif par rapport aux autres partenaires qui sont aussi très importants. Mais là, il y a une fidélité à l'international et à la Chambre de commerce que je voulais saluer et remercier une nouvelle fois. Alors justement, il pose la question, il répond aussi en même temps. Qu'est-ce qui explique cette longévité, ce partenariat historique côté CIC West, Mireille Abi? Eh bien, écoutez, tout simplement, je crois que l'ensemble des acteurs du territoire, nous sommes quand même la banque d'une entreprise sur 3. Nous sommes une banque de proximité régionale. Ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas présent à l'international au travers de nos 38 bureaux dans différents pays. Et tout simplement, on accompagne historiquement nos clients qui souhaitent se développer à l'international et puis également ceux qui potentiellement recherchent, peut-être aujourd'hui plus qu'avant, de nouveaux sourcings, notamment en Europe. Alors, on va vous laisser le grand plaisir, l'honneur d'annoncer le premier prix coup de cœur que vous avez décidé donc de remettre à l'entreprise. À l'entreprise Oli Working, qui en fait a une spécificité cette entreprise puisque finalement pour nous elle coche 2 cases. CIC West, c'est aussi l'innovation, c'est aussi l'international et donc finalement c'est du 2 en 1 et donc je suis ravie de vous remettre ce prix. C'est Gaël Brisson qui va venir nous rejoindre. Avec bonjour. Des équipes qui nous ont préparé un petit au-delà du trophée officiel, bien évidemment, quelques délicatesse plus CIC West. Voilà le trophée remis par Mireille Abi, directrice générale du CIC West, à Gaël Brisson, fondateur, dirigeant d'Oli Working, une solution clé en main pour les salariés et leurs employeurs pour vivre une expérience enrichissante à l'international. Gaël Brisson, quelques mots évidemment, que représente d'abord ce prix pour vous, puis on va parler un petit peu d'Oli Working très rapidement en quelques mots. Bien sûr, déjà merci, on est ravis de recevoir ce prix. Ce prix est aussi la conséquence d'une belle histoire, puisque en dehors d'être un partenaire bancaire, je dirais traditionnel, le CIC nous a accompagnés dans notre démarche à l'international en Indonésie pour une mission d'implantation qui s'est super bien déroulée. Et le CIC est aussi notre partenaire de notre levée de fonds qui sera réalisée demain en tant que partenaire d'aide bancaire sur cette levée de fonds d'1 million. Donc je dirais le CIC coche beaucoup de cases et je suis vraiment ravi d'avoir ce trophée qui est une reconnaissance pour nous en tant que start-up qui démarre. On a été créé en 2020 en plein Covid. Donc voilà. Alors, Oli Working, rapidement, qu'est-ce que c'est parce que, il paraît, alors Gaël Brisson, juste, c'est intéressant quand même, il paraît que c'est né autour d'un feu de camp en 2019 au Botswana, cette idée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça, vous avez travaillé votre sujet. Mais effectivement, c'est né avant le Covid. C'est né avant le Covid, mais ça s'appuie sur le télétravail et sur tout un tas de vécus personnels et professionnels. D'une part, parce que je suis un passionné d'international, comme beaucoup dans la salle, c'est quand même notre point commun aujourd'hui. Et puis, parce que je suis convaincu que l'international développe des compétences, fait grandir chacun d'entre nous et les collaborateurs en particulier. Donc j'ai imaginé un concept qui permette de concilier finalement ces expériences à l'international et les enjeux d'une mission professionnelle en continuité dans son entreprise. Donc c'est pour ça qu'on permet à des collaborateurs en poste de partir 6 mois à 12 mois dans un endroit de rêve, continuer leur mission en télétravail et notre rôle, c'est de mettre en place le cadre juridique avec l'employeur du collaborateur, qu'on appelle la Oli Company, pour que ce soit cadré, juridique, structuré, d'accompagner le collaborateur avant le départ, et sur place, puisqu'on l'accueille, on met un coworking à disposition, et on va aussi favoriser, on y tient beaucoup, l'immersion culturelle dans le pays, pour que ce soit une expérience riche et forte, et que le collaborateur en revienne grandi. Voilà notre projet. Gaël Brisson, ouvreur d'esprit, c'est comme ça que vous vous définissez chez Oli Working. On peut l'applaudir évidemment bien fort, lui. Merci à tous et merci aussi. Très bon projet,
Visionnaire, en effet, juste avant ce Covid, dans cette relation au travail qui a beaucoup changé, en effet. Alors, on va poursuivre. Vous restez bien sûr avec nous. Vous gardez les micros. On va les nettoyer peut-être entre-temps. Cardeni, on va remettre 2 coups de cœur. Le premier, on appelle le premier partenaire pour remettre ce coup de cœur. Je vous laisse nommer ce partenaire. Alors, Franck Dormont, directeur de la communication de Audencia. Avec vos applaudissements pour accueillir notre Franck. Bonsoir. Bonsoir Franck, directeur de la communication à Audencia Business School, bien entendu. Alors un mot pour remettre le prix, évidemment, et puis l'engagement d'Audencia, ça fait partie de son ADN international. Bon. Un fort engagement d'Audencia à l'international, un développement important soutenu notamment par la CCI. On va ouvrir un nouveau campus à Sao Paulo cette année et on va ouvrir un futur campus au sein de Paris dans les années qui viennent. Donc un grand merci du soutien en tous les cas de la Chambre de commerce et on est ravis d'offrir ce prix à Huddle Corp, puisque nous avons des ADN communs, comme la RSE, et comme le développement au niveau de l'innovation. Donc on est ravis de vous offrir ce prix. César Crétel, qui va venir nous rejoindre, avec vos applaudissements. Et ce prix, voilà Franck, je vous laisse le remettre en main propre. C'est important à César, fondateur, dirigeant de Huddle Corp, qui est né en 2018, quelques mots sur Huddle Corp, et qui réinvente. Alors vous êtes sur l'alimentation animale, racontez-nous en quelques mots de quoi il s'agit. Oui, merci déjà pour ce prix. C'est la concrétisation du travail d'une équipe de 10 personnes, donc depuis 3 ans. Effectivement, nous, on se positionne sur le marché de l'alimentation pour les jeunes stades en aquaculture, et notamment les crevettes et les poissons, avec une spécificité, et la réponse à un enjeu, c'est d'améliorer la durabilité en fait, des exploitations, et en même temps d'améliorer la qualité des produits en fin de cycle pour que les produits soient qualitatifs dans votre assiette. Aujourd'hui, on est une entreprise qui est une start-up de 3 ans, mais la spécificité des marchés qu'on vise font qu'on doit directement se développer à l'international. Et en réalité, la CCI nous accompagne dans la rationalisation des priorités pour se déployer à l'international. Quelle est la stratégie qu'on doit mener en fonction des opportunités marchés, mais aussi des contraintes de logistique et douanières pour s'implanter sur les différents marchés, notamment sur la partie Asie et la partie Amérique du Sud. On va faire juste un peu de patriotisme. Alors international, c'est très bien, c'est fantastique, c'est le sujet de ce soir. Pourquoi le choix de Nantes, pour autant, s'installer ici, avec un site de production qui va venir? Oui, on va avoir un site de production à partir de l'année prochaine, donc une unité pilote de 1500 tonnes de produits qui sortira. Nous, aujourd'hui, l'enjeu de venir sur Nantes, c'était de se rapprocher de l'écosystème d'entrepreneurs, avec la volonté aussi de nouer des partenariats forts avec des interlocuteurs avec lesquels on travaillait historiquement, notamment la R&D, avec des laboratoires académiques, parce qu'on a développé des technologies avec un portefeuille de plus de 10 brevets, et donc c'est pour avoir une bonne synergie, et notamment aussi au niveau de l'attractivité pour les recrutements, dans un environnement de biologie, agroalimentaire, nutrition animale. César Crétel, qu'on peut applaudir évidemment pour Huddle Corp. Magnifique aventure à suivre de près, bien évidemment. Bravo César à vous et à l'ensemble de vos équipes. Chiara, on continue avec un autre prix. Continue. Une entreprise donc créée juste à l'instant 2018, plus exactement, avant 2019. Là, coup d'œil dans le rétroviseur, on part en 1943. Tiens, presque un peu d'histoire. Racontez-nous. Alors, j'appelle Christian Legal, directeur commercial de Daxer, et Céline Braconnier, déléguée internationale de Total Energy. 2 partenaires pour remettre ce prix. Pour une seule entreprise. Bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir Céline, merci beaucoup d'être avec nous. Christian, racontez-nous, directeur commercial chez Daxer, l'international, et la raison de l'implication dans ce prix, bien entendu. Oui, je suis le directeur des ventes d'une de nos activités chez Daxer, les activités ambient food et vins et spiritueux. Daxer, c'est 31 000 personnes, 44 pays, et donc 5,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un réseau parfaitement intégré de solutions combinées, logistique, transport. Et avant tout ça, on est très présent en France avec 68 agences, 3 dans le 44, des dizaines dans le Grand Ouest, pour vraiment mailler territorialement tout le territoire et donc connecter avec vos entreprises. Donc je suis très heureux aujourd'hui de remettre le prix à l'entreprise qui n'a pas encore été nommée. Voilà, donc on va attendre un tout petit peu. Cécile va prendre la parole, elle va vous prendre un micro. Voilà, on va vous donner un micro. Cécile Braconnier, déléguée à l'international pour le groupe Total Énergie, partenaire de cet événement.
Le rôle de l'international, il paraît un peu évident quand on parle évidemment de votre belle entreprise. Le rôle de l'implication, le sens de l'implication dans ce projet, dans cette séquence, racontez-nous. Oui, alors on m'a posé beaucoup la question aujourd'hui, mais qu'est-ce que Total Energy fait ici? Donc en fait, moi je représente la direction du développement régional. La compagnie est impliquée dans le développement économique des territoires où elle a des implantations notamment industrielles. Et donc on est une équipe de 20 personnes qui fait de l'aide aux PME pour leur développement à travers des prêts à taux zéro pour soutenir l'emploi. Et moi, aujourd'hui, je représente notre dispositif d'accompagnement à l'international. Donc, si vous êtes une PME ou une ETI, on peut vous accueillir gratuitement, c'est-à-dire accueillir un collaborateur ou un VIE au sein de nos filiales à l'étranger. On est présent dans 130 pays. Alors, on ne peut pas vous héberger dans 130 pays parce qu'il y en a certains qui sont trop dangereux. Mais bon, à mon avis, il y a une bonne centaine où c'est possible. Et puis, on est partenaire, je dirais, de la Team France Export et puis de tout l'écosystème qui accompagne les PME à l'international sur des missions d'affaires collectives, où on va soutenir également les entreprises. Voilà l'objet de notre présence aujourd'hui. Bon, Céline, Christian, c'est d'une seule et même voix que vous annoncez le gagnant, le prix coup de cœur. Je vous laisse la primeur et le plaisir de le faire. Donc, c'est pour la société BRC. Et c'est Hugues Bonin qui vient nous rejoindre. Avec vos applaudissements, bonsoir mon cher Hugues. Merci d'être avec nous, félicitations. Merci à tous les deux. À vous. Je donne remettre ce prix, du coup. Voilà, je vous laisse, Céline, bien sûr, le plaisir de lui remettre en main propre. Merci beaucoup. Ce prix coup de cœur. Hugues, racontez-nous, parlez-nous un peu de BRC. Alors, je disais 1943. 1943, alors contrairement à toutes les startups dont on vient de parler. Là, voilà, il ne s'agit pas de votre date de naissance. Non, pas forcément. Non, quand même. Pas tout à fait. Pas tout de suite. Non, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise que vous avez reprise il y a quelques années. J'ai reprise il y a 10 ans. Il y a 10 ans, exactement. On va boucler la boucle avec Total Energy, puisqu'en fait, Total Energy m'a accompagné il y a 10 ans dans la reprise de la société BRC en ayant contribué à un prêt à taux zéro. Donc, merci encore. Alors, conception et fabrication industrielle, conception et fabrication de matériel d'hygiène et de lutte contre les nuisibles. En quelques mots, on lutte contre les insectes volants. On va citer les mouches notamment. On lutte aussi contre les punaises de lit, par exemple, ou les insectes qui mangent le bois. Voilà. Bon. Au-delà de ça, on fabrique d'autres matériels qui vont dans les milieux alimentaires pour désinfecter des ustensiles, pour désinfecter l'air et les surfaces. Voilà en quelques mots l'activité de BRC aujourd'hui. Reprise de l'entreprise, pour être tout à fait précis, en 2011. Hein, reprise en 2011, oui, absolument. Qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre cette boîte et quel chemin vous avez parcouru vers l'international en vous appuyant notamment sur les experts Team France Export? Alors la volonté de développer cette boîte que j'avais identifiée comme étant une boîte qui avait du potentiel. Moi j'étais ingénieur et j'avais envie de vivre une expérience d'entrepreneur. Donc je me suis lancé dans l'aventure et pour moi il y avait deux axes forts dans cette société. D'une part la possibilité de faire de l'innovation et d'autre part de développer l'international. C'est ce que j'en ai fait depuis 10 ans. Jusqu'alors BRC était plutôt opportuniste à l'international. Du coup, grâce à la CCI, que je remercie beaucoup ici ce soir, depuis 10 ans, je suis accompagné et on a fait beaucoup de démarches pour structurer ce développement international. On a quasiment triplé en 10 ans le chiffre d'affaires international. On a fait beaucoup de démarches, de dispositifs prime export, d'assurance prospection et tout ça, ça nous a beaucoup aidé. Et on n'est pas seulement présent en Europe maintenant, mais on est présent au Maghreb et on va jusqu'en Océanie. Hugues Bonin pour BRC, on peut l'applaudir. Merci. Lui et son équipe, bien sûr, pour cet engagement international soutenu par Team France Export, les experts de TFE et puis de la CCI, bien entendu. Bruno Voisard, vous reprenez la parole parce qu'il y a un dernier prix qui se trouve à côté de moi, qui est le coup de cœur. Il faut remettre le prix, pardon. Notre cadeau. J'avais trop vite. Alors, le cadeau, merci, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il y a dans cette belle pochette jaune? Alors, il y a surtout 2 chèques d'accompagnement donc, au transport et à la logistique de BRC, parce que vous méritez qu'on puisse vous porter sur vos marchés et donc vous accompagner vers tous vos marchés à l'export. Donc 2 chèques pour faire du transport avec Daxair, donc sur la partie internationale, que ce soit sur l'Europe et sur le monde, donc avec du transport maritime, aérien, voilà. Donc je suis très très fier, très heureux de vous remettre ces chèques et donc de vous compter parmi nos clients finalement très très prochainement. Merci beaucoup. Voilà qui est fait pour la minute promotion. Merci beaucoup. Bruno, un mot pour le prix coup de cœur, je le disais, de l'international de West Club. De qui s'agit-il? Racontez-nous. Vous décidez chaque année d'ailleurs de récompenser une entreprise. Racontez-nous. Alors, de quoi s'agit-il? De qui s'agit-il? Les critères, c'est une entreprise qui à la fois utilise et est très impliquée dans IOC. Donc voilà, on verra que c'est le cas. Et qui a aussi utilisé les services et les outils de la team. Donc j'associe un peu ce prix
à la team. Je vois Fabrice, Florence qui sont là. Et donc, on s'est concerté, on va dire, et puis le conseil d'administration a voté. Et donc, la société que j'appelle, c'est LCJ Capteur. Christophe Michel. Voilà, et Bonsoir, je dois bien évidemment dire que j'ai d'autant plus de plaisir que nous sommes tous les deux dans le nautisme et que ça n'a rien à voir puisque moi je n'ai pas voté justement exprès pour ne pas influencer et je trouve que c'est un très très bon choix. Merci beaucoup. LCJ Capteur, création en 1999, je parle sous votre contrôle. Racontez-nous de quoi s'agit-il. Il est question évidemment de capter, mais c'est plutôt complexe. On va essayer de vulgariser pour nos amis ce soir. Donc c'est en fait assez simple. On est spécialisé dans la conception et la fabrication de capteurs de vent, donc girouettes anémomètres. Donc vous connaissez tous les petits godets qui tournent sur les toits, etc. Mais nous, il n'y a rien qui tourne. On fait de la détection par ultrasons, donc c'est très spécifique. C'est une détection statique, ce qui nous permet d'être incassables, entre autres pour les bateaux tout temps. C'était la raison de création de la société, pour les marins-pêcheurs, pour les bateaux de SNSM, les gardes-côtes, le transport de passagers, etc. Agriculture connectée, les bâtiments, etc. Ensuite, effectivement, depuis une dizaine d'années, j'ai découvert le marché terrestre avec l'export. Et du coup, il y a 6 ans, j'ai adhéré à l'IOC. Et l'IOC m'a permis de gagner beaucoup de temps, en sachant ce qu'il ne fallait pas faire, quelquefois en apprenant ce qu'il fallait faire, chacun dans son métier. Et c'est très intéressant de confronter les idées d'une TPE. À l'époque, j'étais une TPE, on était 4, maintenant on est 10, avec les entreprises de plus de 200 personnes, et de confronter les idées. On a à peu près les mêmes problèmes, en fait. Donc on trouve les solutions. On a des problèmes, mais on trouve les solutions, ce qui est super important. C'est ça qui me fait persévérer dans l'IOC et de participer à plus possible d'animation. Bon, persévérer, Christophe, qu'est-ce qui vous a donné, vous, en tout cas, l'envie de reprendre cette boîte en 2012 ? Je crois que vous faisiez partie de l'équipe de départ, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de poursuivre le challenge ? Alors, en 2012, mon collègue m'a lâchement abandonné. Il est décédé d'un cancer fulgurant. Voilà. Bon. Donc voilà, ouais, exactement. Ça fait 10 ans exactement qu'il est décédé. Et j'ai repris la société parce que le produit est absolument génial. Déjà, c'est ce qui m'a fait rejoindre la société quand M. Lamiro, donc de qui il s'agit, m'a demandé de venir le voir, de voir le produit. J'étais parti dans d'autres lieux. Je travaillais déjà dans l'électronique marine. Ça va faire 40 ans cette année que je fais l'électronique marine. Et quand il m'a montré le produit, j'étais parti sur Paris dans la téléphonie. Je lui ai dit, non, j'arrête tout, hop, je reviens à Nantes. Et c'est comme ça qu'on l'a lancé. Et donc le produit marche très bien, la technologie est très affinée. Et le marché terrestre nous a conforté dans cet esprit-là, d'autant plus que la marine sert de référence pour le marché terrestre. Il n'y a pas pire comme condition pour des capteurs électroniques en tête de mât. Voilà. Donc on a une très bonne image de marque, on est très bien placé dans le secteur. On est une vingtaine de fabricants au monde, donc c'est vraiment une niche. L'exportation, on fait 72% de chiffre d'affaires export. C'est très important. États-Unis, Argentine, beaucoup dans l'agriculture, justement, de précision. États-Unis aussi, c'est l'agriculture de précision. Et on a d'autres domaines, la protection du public, donc Disneyland, mais aussi les machines de l'île. Bien évidemment, on équipe tous les carrousels, la cantine. Enfin, on a plein de domaines d'activité. On en découvre tous les jours des activités. Donc ça, c'est passionnant. Donc en fait, ce prix, je l'ai dit aussi à toute mon équipe. Les 10, c'est important d'être soutenu, de faire de la qualité, exportation, qualité à tout prix, innovation à tout prix. Il faut continuer à évoluer. Innover, exporter. Christophe Michel, LCJ Capteur, on peut l'applaudir. Lui et l'ensemble de son équipe. Bravo à l'IOC pour ce prix. Merci. Pour terminer, on a tout le monde sur la scène, on va en profiter. Les photographes, le photographe va pouvoir venir prendre la photo de l'équipe. Vous restez avec nous, l'ensemble des partenaires, des entreprises coup de cœur. Est-ce qu'il faut se rassembler, se concentrer un petit peu, se rapprocher en tout cas? S'il vous plaît, vous rapprocher et se resserrer un petit peu. On va en profiter. Allez, vous gardez les trophées, c'est très bien. À mettre en avant. Voilà pour la postérité, l'ensemble des partenaires International Week et ces prix coup de cœur. On peut encore une fois les applaudir. Merci beaucoup à vous, bravo. Alors, Jean-François, un petit mot rapidement.
Non, juste profiter de ma présence ici ce soir pour remercier tout le monde parce que j'aurai l'occasion de le refaire, mais vous savez, une chambre de commerce qui fonctionne bien, c'est une alchimie entre les élus et les collaborateurs en permanence. Et je voudrais vraiment remercier bien sûr tous les élus qui sont présents ce soir, mais aussi tous les collaborateurs de Team France Export, de ex-CCI International, du ex-World Trade Center IOC maintenant, pour tout le travail accompli pour la réussite de ce genre d'événement et pour faire en sorte que nos entreprises continuent de grandir aussi bien en France qu'à l'international. Donc merci beaucoup à vous, bravo. Merci Jean-François de rappeler l'implication de l'ensemble des acteurs sur le territoire. Il est temps à présent de passer évidemment à cette conférence qu'on vous a annoncée. Il est temps d'accueillir notre grand témoin, directeur de l'IRIS, c'est l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Il est enseignant également à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8. Il dirige également la Revue internationale et stratégique. Il a écrit et dirigé plusieurs publications, une soixantaine d'ouvrages traduits dans plusieurs langues, qui parlent notamment des relations internationales. Il en sera largement question ce soir. Les questions nucléaires et de désarmement, les rapports de force entre les puissances, la politique étrangère française, ou encore la tentative d'expliquer ce conflit au Proche-Orient et ses répercussions pour la France. Permettez-moi notamment de mentionner dans les ouvrages la réédition récente de l'Atlas des crises des conflits qu'il a coécrit avec Hubert Védrine, un ouvrage indispensable pour mieux comprendre de façon simple notre monde complexe. Il décrypte enfin l'actualité, vous le retrouverez souvent, l'actualité internationale en vidéo sur sa chaîne YouTube qui compte plus de 150 000 abonnés. Merci d'accueillir avec vos applaudissements Monsieur Pascal Boniface. C'est bon, c'est bon. Bon, parfait. On vous a bien équipé? Oui, non, pas normalement. Ah, ben, impeccable. C'est bon. Est-ce qu'on entend Pascal Boniface? Oui. Je vous laisse la parole et je vous retrouve tout à l'heure à l'issue parce qu'il y aura une séance de questions-réponses. Un peu le temps. 40 minutes. Okay. Bonjour à tous. Très heureux d'être à Nantes, où j'étais d'ailleurs la semaine dernière, puisqu'on crée pour la 9e fois un festival de géopolitique au lieu unique. Donc je suis habitué de venir dans cette belle ville. J'ai à peu près 40 minutes pour faire le tour du monde avec vous. C'est moins que 80 jours, mais c'est vrai qu'on n'irait plus parier sur le fait qu'il n'est pas possible de faire le tour du monde en 80 jours. Mais le faire en 40 minutes, c'est un peu plus compliqué. J'irai droit au but. Le 15 août, les talibans ont pris le pouvoir à Kaboul. Et dans les commentaires qui sont venus un peu perturber vos vacances, puisque la géopolitique ne prend pas de vacances, elle prend ni retraite ni vacances, on a beaucoup dit que c'était un tournant dans les relations internationales et que plus rien ne serait comme avant, qu'il y avait vraiment un tournant stratégique et que le 15 août était une date butoir qui donnait un changement de paradigme dans les relations internationales. Certains ont même dit d'ailleurs que la parenthèse qui avait été ouverte le 11 septembre 2001 se refermait ce 15 août, puisque les États-Unis avaient fait une guerre pour déloger les talibans en 2001 et que cette fois-ci, c'est eux qui étaient délogés par les talibans en 20 ans plus tard, 20 ans après. En fait, c'est une façon un petit peu biaisée de voir les choses, de présenter les choses. C'est vrai que les commentateurs, et je me mets dans l'eau, ont souvent tendance à exagérer la portée des événements pour mieux les commenter. Et en fait, des révolutions stratégiques, des changements structurels, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être 2 ou 3 dans le siècle. Le 15 août, c'est un événement parmi d'autres. C'est un événement dramatique pour les Afghans, c'est un événement dramatique pour les Américains, c'est un événement dont tout le monde a entendu parler, mais en fait, ça n'a pas totalement changé la face du monde, et je dirais même que ça n'a pas beaucoup changé. Ça va beaucoup changer le sort des Afghans, même s'il ne faut pas exagérer sur l'étendue des libertés qu'ils avaient auparavant, et notamment les talibans contrôlaient déjà en fait les 2 tiers du territoire. Donc ce n'est pas non plus une victoire surprise. Mais surtout, ça n'a pas changé de façon dramatique les rapports de force. Les rapports de force structurels, ceux qui déterminent les relations entre les grandes puissances. Les États-Unis sont partis parce qu'ils ont pensé, ils n'avaient pas tort, qu'ils auraient pu rester 20 ans de plus, ça n'aurait rien changé. Ils auraient perdu plus d'hommes, ils auraient causé plus de pertes du côté afghan, mais ils ne pouvaient pas gagner cette guerre. Donc en fait, le 15 août est une étape parmi tant d'autres qui montrent qu'il y a un déclin relatif du monde occidental par rapport aux autres pays et qui montrent surtout qu'on ne peut pas gagner au XXIe siècle, mais c'était déjà le cas lorsque Napoléon s'est cassé les dents en Espagne, on ne peut pas gagner des guerres de contre-insurrection. On ne peut pas gagner des guerres contre un peuple, on peut occuper un territoire, on ne peut pas occuper un peuple parce que
les gens du peuple sont chez eux, ils ont le temps pour eux, ils peuvent attendre, et au bout du compte, c'est eux qui gagnent, alors que la puissance occupante, elle, a toujours le choix de rester à un coup de plus en plus fort ou de partir. De même que vous avez certainement entendu très souvent dire que le 11 septembre avait changé la face du monde, qu'on était rentré dans un monde nouveau le 11 septembre. Je m'inscris en faux contre cette théorie parce que, une fois encore, il ne faut pas confondre le conjoncturel et le structurel. Il ne faut pas confondre les structures profondes des relations internationales, les rapports de force qui font l'état du monde, avec des événements qui sont émotionnellement très forts. Et j'imagine que, disons, pour tous ceux qui ont plus de 30 ans ici, chacun d'entre nous se rappelle à quel moment il a appris les attentats du 11 septembre, quelle était sa première réaction, généralement de sidération, d'incompréhension, de dire « c'est pas possible, c'est une fake news » avant que le terme de fake news arrive. Et donc, on a été émotionnellement très touchés parce que c'était au plus fort de la puissance américaine. Tout le monde connaissait les tours jumelles pour y avoir été, pour ceux qui avaient visité New York, ou pour l'avoir vu comme fond de décor de tous les films américains, et que cette image des deux avions qui s'encassent dans les tours, elle est dans notre mémoire rétinienne pour la vie. Mais en même temps, et les États-Unis ont été touchés comme jamais ils n'ont été, parce que les États-Unis sont protégés par leurs voisins, c'est le Canada et le Mexique, qui ne sont pas très agressifs à leur égard, qui n'en ont pas les moyens, et ils sont protégés par les poissons, donc ils n'ont jamais connu vraiment la guerre sur le territoire, sauf la guerre civile. On a fait parfois la comparaison avec Pearl Harbor, mais Pearl Harbor, ce n'est pas le territoire continental américain. Donc en fait, en 2001, le 11 septembre, les Américains ont été touchés pour la première fois de façon aussi forte sur le territoire continental. Pour trouver le même événement, il faudrait remonter à 1814, lorsque les Britanniques ont tenté de brûler la Maison-Blanche. Mais à une époque où la puissance américaine était balbutiante, n'existait pas. Ils venaient à peine de se libérer de la tutelle de Londres. Et donc on voit bien l'effet spectaculaire de cet attentat du 11 septembre. En même temps, une fois encore, si les États-Unis ont été touchés comme jamais ils l'ont été par une agression extérieure sur le territoire continental européen, c'était inconnu en histoire, ils n'ont pas été affaiblis. Ils n'ont pas été affaiblis. La bourse de New York s'est effondrée et au bout de quelques semaines était revenue à son cours. La puissance militaire américaine n'a pas été atteinte par les attentats du 11 septembre. La puissance technologique américaine n'a pas été atteinte par les attentats du 11 septembre. Et ce qu'on appelle le soft power, la puissance douce, le pouvoir d'attraction, je dirais même qu'au contraire, il a été renforcé, puisque, y compris Le Monde a titré « Nous sommes tous américains », que le président Chirac, qui s'était plutôt illustré dans une veine gaulliste pour prendre les distances, a été le premier dirigeant à se rendre à New York en signe de solidarité, et que partout dans le monde, il y avait une véritable émotion solidaire avec les États-Unis. Alors oui, je le concède, les États-Unis ne sont pas aussi puissants relativement aujourd'hui qu'ils étaient en 2001. Mais ce n'est pas lié aux attentats. C'est lié à deux choses. D'une part, à une réponse conjoncturelle, parce que si les élections de 2000 s'étaient passées autrement, s'il y avait eu un peu moins de gruges, pour dire les choses telles qu'elles sont, si on avait continué à compter les bulletins dans l'État de Floride, où on s'est arrêté au bout de 34 jours, État de Floride dirigé par le frère d'un des deux candidats, ce type d'événement se serait passé en Afrique, tout le monde aurait dit « mais c'est quoi ce pays, c'est quoi ces élections ?» Bref, si Al Gore avait été élu, Al Gore n'aurait pas fait la guerre d'Irak. Donc les attentats ont eu lieu, la guerre d'Irak a eu lieu, mais la guerre d'Irak n'était pas la réponse automatique des États-Unis aux attentats. C'était la réponse de choix, ce que Obama a appelé la guerre de choix, du président Bush par rapport à une décision. Et la guerre d'Irak a très fortement affaibli, aussi bien en termes d'image qu'en termes de dépenses militaires qui sont parties en fumée, que de pertes et surtout de prestige. Oui, la guerre d'Irak a affaibli les États-Unis. Mais il y a un autre événement qui est venu affaiblir les États-Unis. C'est en fait la dernière fois qu'il y a eu un changement structurel dans les relations internationales, ce n'est pas le 9-11, c'est le 11-9. Le 11 novembre 89, le 9 novembre 89, quand le mur de Berlin s'est effondré. Et encore, c'est pas si le mur de Berlin s'effondre, c'est que l'ordre bipolaire est déjà effrité. 3 mois auparavant, on aurait abattu tout Allemand de l'Est qui se serait approché du mur.
Donc le dernier changement structurel des relations internationales, c'est la fin du monde bipolaire. Le monde bipolaire a structuré les relations internationales pendant 40 à 50 ans, et pendant 40 à 50 ans, tous les conflits avaient un fil qui menait à Moscou et à Washington. Il n'y avait pas un conflit qui échappait à cette logique. Tout ce qui se passait mettait en place des protagonistes dont l'un était lié aux États-Unis, dont l'autre était lié nécessairement à Moscou. Ce monde s'est effondré pendant un jour, mais là encore, c'est un processus. C'est un processus, l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir, des accords de désarmement, le retrait d'Afghanistan, etc., etc. Et depuis, le monde est en recomposition. Il est en recomposition dans des formes très succédanées, dans des formes parfois anarchiques. Et en fait, parce qu'il y a une évolution, mais justement, on ne peut pas la dater du 15 décembre ou 1515, on aime bien les dates pour dire que l'histoire a changé. Mais en fait, l'histoire, elle ne change pas par date, elle change par processus. Et le processus plus lourd encore, qui change le monde, qui lui ne vient pas mettre fin à 4 ou 5 décennies d'histoire comme la fin de la guerre froide, mais à 5 siècles, c'est la fin de la domination du monde par les Occidentaux, dont la prise de Kaboul, dont le 11 septembre sont une pierre sur le chemin parmi beaucoup d'autres. Pendant 5 siècles, à partir de 1492, à partir de ce qu'on a appelé de façon très exagérée ou très européocentrée les grandes découvertes, on n'a rien découvert. Les gens existaient avant qu'on arrive. Ils seraient passés de nous découvrir, ils aussi nous ont découvert, mais ça ne leur a pas apporté chance. Donc à partir de ce qu'on a appelé les grandes découvertes, l'Occident a dominé le monde. Bismarck peut dire à la fin du XIXe siècle, les relations internationales c'est simple, il suffit d'être 3 contre 2, parce qu'il n'y a que 5 puissances dans le monde. L'Empire russe, l'Empire austro-hongrois, l'Empire allemand, la France et l'Angleterre. Et puis après, les Européens se lancent dans 2 guerres mondiales qui les épuisent, et les États-Unis prennent le relais. Et la grande erreur américaine, c'est qu'au moment où ils triomphent de leur adversaire qui les avait mobilisés pendant 40 à 50 ans, l'Union soviétique, au moment donc où l'URSS s'effondre, implose, ils pensent que c'est la fin de l'histoire, comme ils l'ont dit, que désormais ils pourront faire tout ce qu'ils veulent parce que plus rien ne peut s'opposer à leur impérium, et ils ne voient pas, obsédés par la disparition de la menace de l'Est, ils ne voient pas ce qui se passe au Sud. Ils ne voient pas que des pays, pas seulement les BRICS, on parle Brésil, Russie, Inde, Chine, après BRICS avec l'Afrique du Sud, mais il y a 60, 70 pays du Sud qui ont pris leur envol. Et que la part des pays OCDE dans le partage du gâteau mondial, qui était des 2 tiers il y a 50 ans, elle est réduite maintenant à moins de 40%. Donc la fin du monopole occidental sur la puissance, c'est la grande évolution qui est marquée par plusieurs points, plusieurs dates. Et si nous ne le comprenons pas, eh bien nous allons devant de très grandes difficultés. Mais attention, la fin du monopole de la puissance occidentale ne signifie pas la fin de la puissance occidentale. Nous ne sommes pas devenus impuissants. Nous ne sommes pas devenus pauvres. Nous n'avons plus le monopole. C'est tout à fait différent. Si 800 millions de Chinois ont été sortis du seuil de pauvreté en 2 générations, oui, on peut dire que parfois, du fait des transferts de jobs, les classes moyennes occidentales en ont souffert, mais cela peut aussi créer, et vous le savez, des opportunités, des marchés nouveaux, selon cela. Si 50 millions de Brésiliens ne vont plus se coucher en ayant faim, ce n'est pas forcément au détriment des intérêts occidentaux. Et donc, ce que nous devons comprendre, c'est que l'ère du temps où on pouvait dire aux autres, voilà comment il faut faire. Par exemple, dire aux Afghans, voilà comment vous devez vous habiller, voilà comment vous devez vous comporter, et nous sommes occidentaux, on sait mieux que vous. Ben, ça ne marche pas. On ne construit pas des démocraties de l'extérieur, encore moins par la force. Quelle était la relation des Afghans avec les soldats américains? Au moins du temps de la colonisation, les coloniaux vivaient au milieu de la population, mangeaient avec eux, des fois avaient des comportements que l'on peut qualifier de rudes, pour employer un understatement, mais ils étaient au milieu de la population. Quel est le jour où un Afghan a vu un soldat américain désarmé? À chaque fois qu'il voit un Américain, c'était dans le viseur de sa lunette ou à l'intérieur d'un Yumui. Comment voulez-vous qu'il puisse s'établir ainsi? Et donc, si nous pensons toujours que l'on peut imposer aux autres notre agenda, ben, on va au-devant de cruelles désillusions parce que les autres pays nous disent « Écoutez, vos valeurs, c'est bien gentil, mais on n'y croit pas trop
parce que vous célébrez les droits de l'homme quand ça vous arrange, et quand ça ne vous arrange pas, eh bien, vous nous mettez en accusation. Deuxièmement, vous avez un petit passif par rapport à nous de siècles passés. Et troisièmement, en fait, on va faire ce que l'on veut. Et donc, ce n'est pas à vous de nous dicter notre conduite. Si par contre on comprend cela et qu'on entame un dialogue, ce qui ne veut pas dire céder aux autres. On dit toujours, on ne peut pas négocier avec tel ou un tel parce qu'il n'est pas comme nous. Mais si on commence à ne négocier qu'avec nos amis, la diplomatie est faite pour négocier avec les ennemis généralement, pas avec les amis. Et dans votre entreprise, il y a des gens que vous appréciez moins que d'autres, vous n'allez quand même pas leur envoyer un marteau à la tête pour autant. Vous avez moins de rapports, mais vous discutez. Le monde n'est pas à l'image du monde occidental. Et dire cela ne veut pas dire qu'il faut renoncer à certains principes, mais qu'il faut renoncer à vouloir les imposer par la force, parce que c'est contre-productif. Et que ça ne fait que... Et que tous les dictateurs du Sud voient comme un cadeau dès qu'il y a une ingérence du Nord, parce qu'ils peuvent mobiliser leur population en disant « Regardez, c'est le retour du colonialisme, une fois encore. Lorsque les Occidentaux font des sanctions contre la Russie, Poutine se réjouit. » Parce qu'il fédère la population russe autour de lui, qui estime qu'il est le seul de nature à pouvoir défendre les intérêts de la Sainte Russie. Et quand les Occidentaux font des leçons de morale à la Chine, les Chinois se disent « Ça prouve que le Parti communiste a réussi, puisque les Occidentaux qui ne nous aiment pas, qui n'acceptent pas notre développement, essayent d'entraver le développement. » Quand on fait ce type de leçons, ceux qui la reçoivent ne disent pas « Oui, il faut défendre les droits de l'homme », ils disent « En fait, ils n'acceptent pas ce que l'on est, pas ce que l'on fait, mais ce que l'on est, ils n'acceptent pas notre croissance. » Et donc, il faut avoir un peu de modestie, parce que de toute façon, le reste, ça ne marche pas. Regardez, Irak, Afghanistan, Libye, demain Sahel. Quelles sont les interventions militaires qui ont réussi très rapidement? Les armées de libération deviennent des armées d'occupation. Elles sont rejetées par la population. Alors par rapport à cela, est-ce que nous sommes démunis? Non. Mais je vais venir quand même à parler un peu de la France et de l'Europe, mais je voudrais d'abord dresser quel est il y a deux grands sujets stratégiques majeurs qui vont occuper les 10, 15, 20 années qui viennent. Le premier, c'est la dégradation climatique, qui mobilise. Regardez l'émotion de la jeunesse qui mobilise, et donc on ne peut pas échapper à cela. Et chaque opérateur doit savoir qu'il est redevable par rapport à la jeunesse de son action dans cette activité-là. Mais l'autre grand sujet stratégique qui va déterminer le cours des relations internationales pour, certains diront les 30 ans qui viennent, mais au moins les 10 ans, faisons au moins un pronostic à 10 ans, c'est la rivalité entre Pékin et Washington. Ce qu'on appelle, de plus en plus, le débat à la mode dans les milieux stratégiques, c'est ce qu'on appelle le piège de Thucydide. Alors, vous allez me dire, que vient faire l'auteur de l'histoire des guerres du Péloponnèse dans les affaires qui concernent la Chine et les États-Unis? Eh bien, en fait, Thucydide avait écrit, prouvé, documenté que la guerre était devenue inéluctable entre Sparte et Athènes à partir du moment où Sparte ne pouvait pas accepter la montée en puissance d'Athènes. Et que la puissance numéro 1, lorsqu'elle se sent menacée par la puissance numéro 2, se dit « j'ai intérêt à lui donner un coup sur la calebasse avant qu'il ne soit trop tard ». Sparte avait gagné la guerre contre Athènes, mais ils avaient été tous les deux emportés dans le déclin, et c'est Rome qui a pris la place. Et donc le piège de Thucydide, c'est quand la puissance numéro 1 refuse que la puissance numéro 2 vienne lui courir après et s'apprête à la dépasser. Or, le problème aujourd'hui, c'est que la question n'est pas de savoir si la Chine va dépasser les États-Unis. La seule question qui reste, c'est de savoir quand est-ce qu'elle va le faire. Il n'y a pas d'autre question. Et je peux vous donner la réponse d'ici la fin de la décennie. D'ici la fin de la décennie, la Chine aura, non pas en tant que puissance globale, mais en termes de PIB, la Chine aura rattrapé les États-Unis. Juste quelques chiffres pour vous donner ce sentiment. Lorsque Deng Xiaoping prend le pouvoir en 1978 et qu'il lance ses 4 modernisations, le PIB par habitant en Chine est de 178 $ par Chinois. À l'époque, dans l'Afrique subsaharienne, il est de 490. Aujourd'hui, il est de 10 000. Pas en Afrique, en Chine. En 2001, la Chine adhère à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce.
son PIB représente 10% du PIB américain. Aujourd'hui, c'est 70%. 70% du PIB américain. Alors, au plus fort de la guerre froide, entre Moscou et Washington, l'URSS n'a jamais fait plus de 40% du PIB américain. Et rappelez-vous, pour ceux qui sont plutôt dans ma génération et qui s'intéressaient déjà à l'actualité dans les années 80, à l'époque, les États-Unis avaient à la fois la menace stratégique soviétique, militaire, les euromissiles, les bombes nucléaires, les bombardiers, et la menace technologique japonaise. La Chine représente les deux. C'est à la fois une menace stratégique et c'est une menace technologique. Les BATX sont largement du niveau des GAFAM. Et depuis le coup où le champion du monde chinois a été battu par la machine de Google, le champion du monde chinois de Go a été battu par la machine de Google en 2017, les Chinois ont fait un plan d'investissement massif dans l'IA avec des résultats qui font que, eh bien, ils sont, parce que les données, ils les maîtrisent mieux que les Américains, 1,4 milliard contre 330 millions, et une plus grande facilité quand même à laisser accès aux données en Chine qu'aux États-Unis, qui permet quand même d'avancer beaucoup plus vite. Alors, la différence, c'est que donc ce piège de Thucydide, il y a 4 cas où la puissance numéro 2 a dépassé la puissance numéro 1 sans que ça ne crée une guerre. Premier exemple, lorsque l'Espagne double le Portugal au début du XVIe siècle. C'est la même famille. Deuxième exemple, c'est aussi la même famille lorsque les États-Unis doublent l'Angleterre au début du XXe. Troisième exemple au niveau inter-européen, lorsque l'Allemagne double la France et le Royaume-Uni après la réunification. Mais on ne s'est pas dit on va faire la guerre contre l'Allemagne pour empêcher la réunification. Le seul exemple de système contraire, c'est quand l'URSS commençait à rattraper les États-Unis à la fin des années 60, au début des 70, et que Nixon et Kissinger se sont dit « Ah, l'URSS nous rattrape, on est affaibli par la guerre du Vietnam, le dollar n'est plus la monnaie internationale, il n'y a plus d'équivalent au dollar or, il faut que l'on mène une politique de détente à l'égard de l'URSS. » Mais aujourd'hui, personne ne dit ça à l'égard de la Chine. Il y avait 2 points d'accord entre Trump et Biden, et 2 seuls. 1, mettre fin aux guerres, mais pas par pacifisme, parce que c'est de l'énergie perdue. Pour faire le grand défi, s'opposer à la Chine. Parce que, pour les États-Unis, la chose est assez simple. Depuis 1945, les États-Unis sont la première puissance mondiale. Ce qui veut dire que si on estime qu'on s'intéresse à l'actualité à partir de 15 ans, en moyenne, tout Américain de moins de 90 ans aujourd'hui, ce qui fait quand même la majorité de la population, a toujours vécu dans le pays qui dominait le monde. Quand on leur dit qu'ils vont être dépassés par des Asiatiques communistes, ils n'apprécient pas, ils sont angoissés. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les questions stratégiques, une fois encore dans les années 80, il y a beaucoup de relations entre la France et la Chine. On disait, vous êtes indépendants des États-Unis, nous on est indépendants de l'URSS, on a tous les deux l'arme nucléaire, etc. Bon, toujours est-il que dans les années 80, le PIB français était 4 fois supérieur au PIB chinois. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, le PIB chinois est 4 fois supérieur au PIB français. Mais ça ne m'angoisse pas et ça ne vous angoisse pas. Ça ne vous empêche pas de respirer. C'est une donne dont il faut tenir compte dans le développement de votre activité. Pour les Américains, c'est insupportable. Parce qu'ils pensent par ailleurs qu'ils ont une mission. Dès l'origine, la destinée manifeste, la cité qui brille sur la colline. Ils sont un peuple missionnaire. Bill Clinton avait dit « les États-Unis sont la seule nation indispensable ». Mais il n'y a qu'un président américain, qu'un homme d'État américain pour dire cela. Poutine ne dira jamais « la Russie est la seule nation indispensable ». Xi Jinping ne dira jamais « la Chine est la seule nation indispensable ». Ils diront « la Chine est une grande puissance », etc., mais pas cela. Donc en fait, les États-Unis sont remis en cause dans leurs fondements les plus importants. Et en fait, le problème, c'est est-ce qu'ils vont accepter ou non d'être dépassés. Et là, on voit bien l'affaire des sous-marins australiens. Elle est à mettre dans ce contexte-là. Alors déjà,
tout le monde qui était rassuré de voir Trump partir, beaucoup se sont dit « Ah, enfin, de nouveau un président ouvert aux Européens, Biden, etc. » Je veux dire, il n'y a pas d'âge pour croire au Père Noël. Bien sûr, Biden est plus poli que Trump, ce qui n'est pas très compliqué, mais ce n'est pas le président des Nations Unies, c'est le président des États-Unis. Et donc, il défend les intérêts américains. Et s'il peut casser un contrat obtenu par la France pour vendre ses propres sous-marins, eh ben, il le fait. Il n'y a pas... Quand les intérêts nationaux américains sont en jeu, il n'y a plus d'alliés. Il n'y a plus personne. Donc, il le fait avec le sourire, il le fait en respectant les formes. Le résultat est le même. Le résultat, et c'est même plus dangereux parce qu'il y a l'illusion qu'il nous est favorable et qu'il va nous traiter comme un allié. Mais pourquoi il a cassé le deal australien? C'est pour attirer l'Australie dans une croisade anti-chinoise, pour faire un endiguement de la Chine, une alliance. Et l'Australie, moi j'ai un ami australien qui est très mécontent, pas que la France ait perdu ce contrat, c'est pas son affaire, mais il pense que l'Australie se met en danger, parce que l'Australie avait des relations commerciales 4 fois plus nourries avec la Chine qu'avec les États-Unis, que les Chinois ne vont pas faire de cadeaux, et que les Australiens qui jusqu'ici arrivaient un peu à faire la part égale entre États-Unis, Chine, pour ne se fâcher avec personne, avoir un peu les avantages de côté, bah là maintenant sont uniquement dans un camp, un seul, et donc ne peuvent pas dire qu'ils sont au milieu et qu'ils peuvent jouer sur plusieurs tableaux. Et donc on voit bien, lorsque Biden est venu en Europe, sommet du G7, sommet de l'OTAN, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à ce qu'on soit embringué dans une alliance anti-chinoise et que l'OTAN s'occupe de la Chine. Mais la Chine n'est pas une menace militaire pour la France et les pays européens. C'est un défi économique, c'est un défi politique, mais les Chinois ne vont pas envahir l'Europe. Et il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites quand on parle de la Chine. Oui, c'est un régime autoritaire. Oui, Xi Jinping a durci encore ce régime, puisque à Hong Kong, les Ouïghours, les pressions sur Taïwan, bon. Mais il ne faut pas croire que la Chine est encore un pays totalitaire. Un pays totalitaire, c'était la Chine de Mao. Dans la Chine de Mao, au sein de la cellule familiale, personne n'osait critiquer Mao ou le Parti communiste. Parce que si le mari avait critiqué le Parti communiste dans sa famille, son fils, sa fille ou sa femme auraient pu le dénoncer aux instances du parti. Dans la Chine de Mao, tout le monde s'habillait pareil. Dans la Chine de Mao, il n'y avait aucune possibilité d'expression individuelle ou de différenciation. Il n'y en avait ni possibilité, ni les moyens d'ailleurs. En 2019, avant le Covid-19, 150 millions de Chinois sont partis en vacances à l'étranger. Tous sont revenus. Aucun n'a demandé l'asile politique. Du temps de Mao, si un Chinois pouvait sortir, eh bien, il avait des opportunités. Pourquoi? C'est qu'une fois encore, je ne veux pas me faire l'apôtre du régime chinois, mais je ne veux pas non plus partir en croisade contre la Chine. Là aussi, il faut voir la Chine, peut-être comment les Chinois se voient, et pas comment nous les voyons. Or, la réalité, c'est que les Chinois sont contents du système. Parce qu'un Chinois qui a 20 ou 30 ans, aujourd'hui, ses grands-parents mouraient de faim. Ses parents avaient de quoi subsister. Bah lui, il a télévision, voiture, appartement, ordinateur, il peut partir en vacances à l'étranger, pour une grande partie d'entre eux, et que il trouve ça très bien. Qu'est-ce qu'il va demander de plus? Peut-être que ses enfants demanderont de la démocratie. Mais cette génération-là, dans les années 50-60, les Européens ne demandaient pas plus de démocratie. Après, ils ont protesté contre la société de consommation à la fin des années 60. Mais au début, quand on relevait des restrictions de la guerre, tout le monde était content de pouvoir consommer. Ce n'est qu'après qu'on s'est un petit peu révolté contre une partie de la population. Donc le PCC, en fait, c'est le parti de la civilisation chinoise. C'est plus vraiment un parti communiste. Alors oui, il est officiellement communiste, il y a l'idéologie, etc. Mais en réalité, la légitimité du Parti communiste chinois, c'est pas... à mon avis, il y a 90 millions de membres du PCC. Je doute que beaucoup d'entre eux aient lu les 8 tomes du Capital, ni étudient à fond la théorie de la contradiction de Mao Tse-tung. En fait, ce qui les intéresse, c'est les cours de bourse, l'économie, et que les deux mamelles
de la légitimité du Parti communiste chinois aujourd'hui, c'est deux notions pas très à l'aise avec le breviaire marxiste, c'est le capitalisme et le nationalisme. Parce que les Chinois sont fiers d'avoir levé les humiliations du passé. La guerre de l'opium, quand les Anglais bombardaient la Chine pour pouvoir exporter de l'opium. Imaginez-vous quand même que pour pouvoir payer le thé, les épices, on forçait les Chinois à acheter de l'opium. Comme si tout d'un coup, la Bolivie bombardait un pays pour dire tu m'achètes ma cocaïne parce que sinon, moi j'ai besoin d'acheter tes pièces détachées, etc. Et puis les humiliations tout au long, les concessions, etc. Donc la fierté nationale est ce qui motive les Chinois. Ils sont désormais respectés dans le monde et ce n'est plus le pays humilié par les Occidentaux, par les Japonais, comme auparavant. Et le deuxième critère, c'est le capitalisme. C'est l'efficacité, le régime marche. Il n'y a qu'à voir où ils étaient et où ils sont maintenant. Et donc, on ne combattra pas le rival chinois à coup de leçons de morale sur la démocratie. C'est inefficace. Les Chinois n'entendent pas ça. Ils vont plutôt y voir la preuve qu'on est des mauvais perdants et qu'on ne supporte pas leur réussite. Alors, dans ce duel annoncé entre les États-Unis et la Chine, est-ce qu'il y a un rôle spécifique pour l'Europe et pour la France? Oui. C'est que on a le choix, et c'est un choix qui est débattu dans tous les forums, etc. Soit on se dit, on est une démocratie comme les États-Unis, la Chine n'est pas une démocratie, donc la logique veut qu'on se mette du côté des Américains, parce que c'est une démocratie. Mais on voit bien que lorsque Biden est venu réclamer cela en Europe, ni Macron ni Mme Merkel n'ont acheté cet argument. Et beaucoup de pays européens ne l'ont pas acheté, ils ne sont pas favorables à ça. Pourquoi? D'une part parce que Mercedes trouve que le marché chinois est intéressant et que l'Allemagne exporte plus en Chine qu'aux États-Unis, dès maintenant. Donc ils ne vont pas renoncer au marché chinois. Et deuxièmement, ils pensent que ce n'est pas... Parce que la stratégie américaine est de d'hystériser les relations avec la Chine pour dire, regardez, il y a l'axe des démocraties et l'axe des régimes autoritaires, mais il y a un côté prophétie autoréalisatoire dans cette affaire. Parce que si on accepte ce discours, on le rend encore plus constant et on est enfermé dans un piège. C'est l'autre piège, de dire qu'il faut forcément se confronter à la Chine parce qu'elle n'a pas le même système que nous. Du temps de la guerre froide, on a eu une période de guerre froide, puis après de détente avec l'Union soviétique. C'est plutôt ça qui a réussi d'ailleurs, en faisant qu'il y ait de plus en plus de contacts. Alors, quand on parle de guerre froide, certains disent c'est quand même pas pareil parce que du temps de la guerre froide, il y avait 2 milliards d'échanges économiques entre Moscou et Washington par an. Entre Pékin et Washington, c'est par jour. 2 milliards d'échanges économiques par jour. Donc ça va quand même un peu difficile de séparer ces siamois que sont les économies américaines et chinoises. Mais le piège, si on le prête attention, c'est justement de nous forcer à ça, qu'il y a une norme intelligence artificielle chinoise et une norme américaine, qu'il y ait une norme, que les normes soient de nouveau comme du temps où on n'avait pas le CECAM et qu'on ne pouvait pas avoir les deux. Donc ça, c'est un piège qui pourrait se tendre sur les semi-conducteurs, sur plusieurs choses, sur lesquelles le rôle de la France et de l'Europe, c'est de résister à cela. Et d'avoir une position qui est déterminée, non pas par les États-Unis, mais par nous. Parce que nous avons des intérêts communs avec les États-Unis, mais nous avons parfois des intérêts divergents. Et l'affaire des sous-marins australiens, comme auparavant l'affaire de la BNP, parce que ce n'est pas que Trump. Quand la BNP est condamnée à 9 milliards d'amende, ce n'est pas Trump qui est président, c'est Barack Obama. Donc la législation extraterritoriale à laquelle vous avez été, comme opérateur économique, peut-être confronté dans votre activité, est quelque chose qui est contraire à la notion d'alliance. Parce que quand vous dites à une entreprise qu'elle n'a pas le droit de faire telle chose avec tel pays X, sauf à subir les pires représailles sur le sol américain, c'est quand même une grave atteinte à la souveraineté. Et donc l'enjeu, c'est est-ce que l'Europe peut dégager une politique qui lui est propre pour faire valoir ses intérêts, parce que nous sommes en compétition avec la Chine, nous sommes en rivalité avec la Chine, mais une fois encore, nous ne sommes pas en croisade. Et si nous étions en croisade, je ne suis pas sûr qu'on en sortirait notre avantage et que nos intérêts seraient défendus dans ce cas-là. Alors, j'ai encore 5 minutes ou... Oui. Pour venir à la conclusion,
On a été tous frappés par la crise du Covid-19. Le monde s'est arrêté tout d'un coup. La mondialisation, c'est la contraction du temps et de l'espace. Tout d'un coup, le monde s'est arrêté, et si quelqu'un, en décembre 2019, avait fait le pari que le monde allait s'arrêter entièrement 3 mois plus tard, personne ne l'aurait cru. Et on a vu par rapport à cela que plusieurs théories ont été faites qui sont aussi excessives, et là encore, il ne faut pas confondre ce qui est conjoncturel de ce qui est structurel. En fait, le Covid-19 est venu accélérer des tendances géopolitiques qui existaient déjà. La première, c'est la crise du multilatéralisme. Ça a été un peu chacun pour soi. On ferme les frontières, puis on voit ce qui se passe. On attaque l'OMS au lieu de renforcer l'OMS. On accuse les autres plutôt que de travailler ensemble. Mais le multilatéralisme était déjà en crise auparavant, et Donald Trump, Bolsonaro et d'autres, Xi Jinping aussi, y ont porté des coups puissants. Moi, ce qui m'a frappé dans la crise du Covid-19, en fait, c'est l'absence de réflexion sur la prévention. La prévention, c'est toujours cher. Mais ça avait été annoncé. Il y a 3 livres blancs sur la défense qui ont été publiés après l'élection de Sarkozy, de Hollande et de Macron. Les 3, 2008, 2013, 2017, disaient « Attention, scénario d'une pandémie qui pourrait venir bloquer le pays ». Est-ce qu'on en a tenu compte? Non. Bill Gates, qui n'est pas un fantaisiste, avait, dans une conférence TX, alerté contre cela. La CIA avait fait un rapport. Mais on s'est dit, non, il y a des masques, ils sont plus bons, on les jette. Et d'ailleurs, si on avait gardé un stock de masques, peut-être qu'il y aurait eu des journaux ou des associations qui auraient dit, mais c'est quoi ce gâchis? Pourquoi on garde des masques pour rien, etc. etc. C'est, bon. Donc la prévention, c'est toujours cher, mais sauf que si on avait eu les masques dès le départ, peut-être qu'on aurait payé un coût moins important. Et puis surtout, et par rapport à mon propos initial, au début, quelle a été notre réaction? Soyons clairs, en janvier-février. Moi, beaucoup de gens m'ont dit « Ah, t'as vu, en Chine, ils enferment les gens, on voit bien que c'est un pays communiste. » Je dis « Il y a peut-être un problème sanitaire quand même. » Puis après, nous aussi, on a fait le confinement. On n'est pas devenu un pays communiste. Bon, mais l'idée, c'était toujours de juger. Et puis surtout, ce qui m'a plus frappé, c'est que les gens ont dit « Bah, nous, ça va, les pandémies, ça va être l'Afrique, ça va être l'Asie, mais nous, on est riches occidental, on va être à l'abri de tout ça. » Bah, les charniers, les fosses communes, ça a été à New York. Pas seulement à Port-au-Prince et à Harare. Les hôpitaux qui débordaient, les brancards dans les couloirs, ça a été dans les pays européens. Et même d'ailleurs, peut-être faire un clin d'œil à la vice-présidente, au début, certains Français, quand l'Italie était le premier pays touché par le Covid-19, j'ai entendu certains Français disant « Ah oui, mais c'est l'Italie, c'est normal, nous, ça ne nous arrivera pas. » Donc il faut quand même toujours faire un peu attention aux signaux, surtout quand ce n'est pas des signaux faibles. Et puis effectivement, ce duel chez les États-Unis a été fixé parce que Donald Trump pensait qu'il allait être réélu dans un fauteuil avec une bourse au plus haut, un chômage au plus bas. Il voit que ça s'effondre, il lui faut un bouc émissaire. Il y a la Chine, et donc il n'a pas arrêté de communiquer sur le virus chinois. Et sauf que la Chine a continué à croître parce qu'elle a fait plus de % en 2020, les Américains ont fait moins 5%, et qu'il est venu crisper encore un peu plus. Mais là, parmi les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a eu un moment qu'on l'on dit hamiltonien pour l'Europe. Pour la première fois, on a accepté une dette commune. Et entre parenthèses, heureusement qu'il y a eu le Brexit. Parce que si le Royaume-Uni était encore, si on était encore une Europe à 28, mais jamais, 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 les 4 frugaux qui ont nous fait de misère pour qu'on ait un plan de relance à 750 milliards, c'était quand même les Pays-Bas, le Danemark, l'Autriche et j'ai oublié le 4e, désolé, mais avec le poids de l'Autriche, je crois, avec le poids du Royaume-Uni en plus, ils auraient beaucoup plus bloqué. Donc on voit bien que le Brexit, c'est une catastrophe pour les Britanniques, pas vraiment pour l'Union européenne. Et donc là, il y a eu d'avancées formidables pour l'Europe, qui est venue un peu changer cette perception. L'Europe, elle avance doucement, elle avance au fur et à mesure, mais il y a quand même, si on regarde bien les choses, il y a une fatigue de l'Europe au sein des pays membres de l'Union européenne, mais il y a une attraction de l'Europe en dehors. Pourquoi? Parce que l'Europe, c'est 7, 22, 50. 7% de la population mondiale, 22% du PIB mondial, 50% des dépenses sociales mondiales. Et un modèle qui nous distingue à la fois des États-Unis et de la Chine, et qui est un modèle dans lequel l'équilibre entre le groupe et l'individu est le mieux protégé et le mieux mis en avant. Autre chose sur la mondialisation, par rapport au Covid-19, beaucoup ont dit « Ah ben voilà, voyez comment
j'avais certains de mes collègues qui disaient, avant la Covid-19, voilà, il n'y a plus de frontières, c'est la mondialisation, il n'y a plus de frontières. Allez au 38e parallèle, demandez s'il n'y a plus de frontières. Allez en Crimée, demandez s'il n'y a plus de frontières. Bien sûr, il y a toujours des frontières. Tous les conflits sont des conflits frontaliers. Et bon. Mais ensuite, on a dit l'inverse. Ah ben les frontières, elles se referment de façon hermétique et définitive. Ah non, elles sont refermées pour les questions sanitaires, et au fur et à mesure, elles se réouvrent. La Chine ne va pas se réouvrir l'an prochain parce qu'en fait, ils ont un mauvais vaccin. Le Sinovac ne marche pas. Et donc, ils ne peuvent pas réouvrir en 2022. Mais la Corée et le Japon vont réouvrir en 2022 au fur et à mesure. Les États-Unis commencent à réouvrir. Et donc, dans vos fonctions d'exportation, le monde va se réouvrir. Dire que le Covid-19 est venu empêcher toute possibilité de travail à l'étranger, ça a été provisoire. C'est un instant. Il ne faut pas confondre l'instant et la tendance. Parce qu'en fait, si bien sûr le Covid-19 a frappé le monde du fait de la globalisation parce qu'il a été plus vite que les autres virus, c'est aussi du fait de la globalisation qu'on l'a vaincu. Que le travail ensemble des laboratoires, des scientifiques, etc., ont permis. Donc c'est aussi parce qu'il y a tous ces efforts qu'on va pouvoir dépasser plus rapidement que prévu. Un vaccin construit en 1 an, c'est une première historique. C'est jamais survenu auparavant. Donc voilà, le monde est complexe, bien sûr. Le monde est en fait difficile, mais il y a plein d'opportunités parce que partout, il y a de plus en plus de citoyens qui ont soif d'apprendre. Plus nulle part, sauf peut-être en Corée du Nord et maintenant, bien sûr, en Afghanistan, il y a de monopoles des gouvernements sur l'information. Il y a des gens qui s'informent, qui échangent, les réseaux sociaux. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les questions stratégiques, si je ne téléphonais pas à mes collègues américains, c'était trop cher. Aujourd'hui, et si je trouvais un document intéressant, j'attendais qu'il soit livré par bateau, parce que c'était trop cher. Aujourd'hui, j'appuie sur un bouton, j'ai 500 pages qui arrivent immédiatement. Donc on est en contact. Vos collaborateurs qui sont à l'étranger, votre famille qui est à l'étranger, vous pouvez être en contact direct, en permanence avec eux. Donc ça change. L'étranger reste étranger, mais ce qui se passe à l'étranger, ce qui se passe à l'extérieur des frontières ne nous est pas étranger, parce qu'il peut avoir des répercussions sur notre vie tout de suite. Ce n'est pas un hasard si la géopolitique a été introduite en classe de première l'an dernier, en classe de terminale cette année. Et par exemple, moi je vais souvent à C'est dans l'air, les gens de C'est dans l'air me disaient avant on faisait des émissions géopolitiques parce qu'on est service public, donc on est bien forcé quand même, etc. Maintenant on dit non, on fait des émissions géopolitiques parce que c'est ce qui fait le plus d'audience. Et tout le monde qui était venu à Nantes au lieu unique le week-end dernier le montre. Donc en fait, quand j'étais au lycée, il y avait des cours d'anglais. En fait, comme tout le monde, on essayait de sécher au maximum, etc. Bon, d'en faire le moins possible, viser 10,5. Et bon, je pensais que l'anglais ne me servirait jamais de ma vie, que c'était juste un truc qui m'embertait parce que je devais avoir la moyenne et que ce n'est pas une matière qui m'intéressait. Puis je n'avais pas la prof en plus, donc ça aggravait les choses. Et puis après, je me dis, oulala, mais en fait, j'ai besoin de l'anglais pour le métier, donc je me suis mis à l'anglais. Enfin, au globish au moins, quoi. Bon. Mais en fait, la géopolitique, c'est pareil. C'est que, auparavant, seuls ceux qui voulaient faire prof d'anglais ou interprète avaient besoin de bien connaître l'anglais. Et maintenant, tout le monde a besoin si on veut circuler. Il y a 30 ans, peut-être que seuls ceux qui devaient vouloir devenir prof de géopolitique avaient besoin de la géopolitique. Maintenant, tout le monde en a besoin. Dans vos fonctions de dirigeant, pas pour devenir spécialiste, mais pour avoir les bases, les fondements, le minimum de bagages pour comprendre le monde dans lequel vous-même et votre entreprise doivent se bouger, parce que finalement, tout le monde, on fait de la géopolitique comme M. Jourdain faisait de la prose, on en fait tout le temps. Dès que vous partez à l'étranger, vous faites de la géopolitique. Vous essayez de conquérir un marché, vous faites de la géopolitique. Vous partez en vacances d'un pays, vous faites de la géopolitique. Donc en fait, voilà, ce n'est pas une matière compliquée, c'est une matière qui peut être simple, c'est une matière qui peut être attractive. Moi, je trouve qu'elle intéresse de plus en plus les gens. Et en tous les cas, c'est quelque chose auquel vous ne pouvez pas échapper parce que si vous ne vous intéressez pas à la géopolitique va s'intéresser à vous. Donc autant que vous la maîtrisiez. Je vous remercie. Pascal. Pascal Boniface, évidemment directeur de l'IRIS, pour aiguiser notre appétence pour la géopolitique et comprendre un peu mieux ce désordre ou cet ordre mondial.
On va évidemment donner la parole au public. Je suis sûr que les questions sont nombreuses. Une première d'abord que je vous adresse. Vous avez évoqué la question des sous-marins, de la crise des sous-marins sous l'angle américain pour recouvrer un peu d'influence côté Pacifique et notamment dans la perspective de ces tensions avec la Chine. Côté français, comment ça doit être perçu comme le fait maintenant que la France est plus respectée sur la scène internationale, perte d'influence et perte de crédibilité pour notre pays? Non, c'est pas qu'elle est plus respectée, mais elle a pris une claque. On a pris une claque. Il faut appeler les choses quand on nous crache dessus, il ne faut pas dire qu'il pleut. Bon, on avait un contrat. Alors, c'est pareil. On a dit c'est le contrat du siècle, et maintenant on dit oh non, c'est pas un contrat si important. Soyons clairs. 35 milliards d'euros. Oui, mais ça allait jusqu'à 50, mais 8 milliards seulement pour la France, puisque il y avait beaucoup de contreparties en Australie. Donc on s'est fait avoir, ça laissera des traces. Moi je pense que c'était une erreur de rappeler notre ambassadeur pour le renvoyer sans avoir rien obtenu. Parce que de deux choses l'une. Soit c'est grave et donc vous rappelez l'ambassadeur et vous dites attendez, il faut quand même penser au plan B une fois qu'on a fait le plan A. À partir de quand je peux le renvoyer? Mais ceci étant, ça va laisser des traces parce que la crédibilité américaine, comme partenaire, c'est des coups de canif dans le contrat. Au fur et à mesure, la confiance. Bien sûr, on ne va pas rompre avec les États-Unis, ils sont trop importants, mais de plus en plus, on pense au plan B. Et je veux dire, dans un premier temps, les pays européens ont dit, voilà, les Allemands ont dit, de toute façon, c'était une affaire. Nous, on voulait aussi exporter les sous-marins, c'est les Français qui ont eu le contrat, donc ça ne nous regarde pas. Mais après, ils ont tous compris quand même que ce n'était pas une affaire industrielle française, c'était une affaire de la garantie américaine qui s'effaçait. Et donc, je pense que comme quand on a été trahis pendant la guerre de Suez, où les Américains ne nous ont pas protégés contre les Soviétiques, qui nous menaçaient, les Américains ont dit débrouillez-vous, vous êtes foutus dans ce merdier, débrouillez-vous. Du coup, la France a décidé de faire l'arme nucléaire et de sortir de l'OTAN. Bon, je pense que ça laissera des traces, pas au point de sortir de l'OTAN, mais disons que pour tous ceux, il y a deux options. Certains disent on est dans un monde dangereux, seuls les États-Unis peuvent nous défendre, donc voilà, on prend des baffes, mais on est quand même reconnaissant aux États-Unis de nous protéger. Et d'autres qui disent, mais c'est ce que faisaient De Gaulle et Mitterrand, qui disent, en fait, ok, on reste alliés, mais par contre, il ne faut plus qu'on soit dans la dépendance. Et l'autonomie stratégique européenne, elle ne s'oppose pas à l'alliance, elle s'oppose à la dépendance. Et même si ça ne va pas très vite, parce que c'est le rythme européen, même si c'est un long processus, work in progress, néanmoins, vers l'autonomie européenne de défense, on avance à petits pas un peu chaque année. Merci Pascal. Alors première peut-être question, madame. Merci de vous présenter et de poser votre question ou faire votre remarque. Un micro arrive de ce pas. On vous écoute. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Andrea, je travaille pour la Team France Export. Avant tout, c'est un grand plaisir de vous voir. Je suis une fan depuis que je vous ai découvert il y a 4 ans en géopolitique de Nantes. Et c'est un énorme plaisir de vous entendre parce que vous éclaircissez vraiment un nombre de sujets mais impressionnants, mondiaux. Tout devient très limpide. Et merci pour ça. C'est un plaisir de vous revoir. Alors moi, c'est plutôt une question sur les entreprises qui se positionnent sur des services technologies innovants. Aujourd'hui, moi j'ai remarqué dans les entreprises que j'accompagne sur ces 2 dernières années, un repli sur l'Europe, bien sûr, avec les frontières, etc. Mais bon, clairement, beaucoup moins d'entreprises souhaitent aller vers les États-Unis. Donc un gros repli sur l'Europe, exportation, services innovants, technologies innovantes vers l'Europe. Et souvent, j'entends aussi beaucoup de défiance vis-à-vis de la Chine. On ne va pas aller en Chine parce que la protection, les brevets, on va nous voler nos technologies. Et j'aimerais bien, avec votre regard comme ça de recul, comment ces entreprises, technologies, solutions innovantes, peuvent se positionner dans le contexte actuel sur ces 2 géants. C'est un type particulier d'entreprise qui, sur l'innovation, l'IA, voilà. Merci pour votre question. Pascal Boniface. Oui, il y a un risque de pillage en Chine, ça c'est clair. La propriété industrielle n'est pas réellement respectée. Donc je pense que chaque entreprise doit protéger son périmètre avant d'y aller. En même temps, c'est un petit peu dommage de se priver du marché chinois. Donc il faut prendre plus de précautions quand on va en Chine que quand on va en Suède, mais il faut aussi y aller. Aux États-Unis, il y a aussi le problème avec la législation extraterritoriale. Je ne sais pas si vous savez ce qui est arrivé avec Frédéric Pierucci, le cadre d'Alstom qui a été jeté dans un cul de basse-fosse pendant 2 ans pour faire plier Alstom. Et il était en transit entre Singapour et l'Europe.
Ils l'ont coxé, ils l'ont débarqué et ils l'ont mis dans une prison. Bon. Et donc, en fait, la législation extraterritoriale met une insécurité juridique aussi. Mais on ne peut pas ignorer le marché américain. Donc je pense qu'à chaque fois, il y a des précautions à prendre, mais c'est vrai que le marché européen est plus safe, plus sain, plus facile, et surtout au cours des 2 dernières années, il était ouvert alors que les autres étaient fermés, bien sûr. Merci Pascal. Prochaine question, vous levez la main, on vous donne un micro. Bonsoir monsieur, le micro arrive dans quelques instants. Vous avez la gentillesse de vous présenter, de poser votre question. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci pour vos explications que j'ai trouvées extrêmement claires. Grégory Lecointe, je suis entrepreneur sur Nantes. Vous parliez d'extraterritorialité et je trouve le sujet incroyablement surprenant. Si j'ai bien compris, c'est lié au fait que les transactions internationales sont en dollars et donc passent par une banque américaine. Qu'est-ce qui fait que l'euro ne s'est pas imposé, d'autant plus naturellement que cette loi incongrue est arrivée ? Alors c'est lié au dollar, mais pas seulement, parce que en fait, dès qu'un mail est lancé, il passe par un serveur américain, etc. Mais vous posez la question essentielle, puisque quand on a créé l'euro, on l'a présenté comme une monnaie de réserve, comme une monnaie internationale qui devait concurrencer le dollar. Pourquoi Air France achète des Airbus en dollars et pas en euros? Pourquoi on achète du pétrole en dollars et pas en euros? Alors, le dollar est plus abondant, l'euro coûte un peu plus cher. J'avais demandé à Michel-Édouard Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, puisqu'il y a des gens de Total, est le deuxième importateur de pétrole en France, derrière Total. Il dépense 11 milliards par an, souvent lié à Total d'ailleurs. Et il avait calculé que s'il devait payer en euros, ça serait un peu plus cher, peut-être qu'il y aurait 100 millions de plus, etc. Mais que c'était un défi aussi, et que le patron de Total, M. Pouyanné, dit « Moi, j'ai un tiers de mes actionnaires qui sont américains, donc je ne vais pas aller en guerre contre les États-Unis. » Donc, en fait, le dollar, effectivement, est un moyen de pression sur les autres. Et c'est-à-dire qu'en même temps, il a tellement été utilisé qu'il y a de plus en plus de réflexions ou d'actions sur la dédollarisation de l'économie internationale. On devrait plus le faire sur l'euro. Je pense qu'on est trop timide. Et qu'on devrait dire, on a l'euro, pourquoi, y compris des fois dans les transactions entre pays européens, on les fait en dollars. Donc, mais c'est sûr que ça serait un peu vécu comme une déclaration de guerre par Washington, mais enfin, en même temps, il faut savoir ce que l'on veut par rapport à cela. Et en même temps, par exemple, Poutine a appelé au Forum de Valda il y a 3 ans à la dédollarisation de l'économie internationale. Les Chinois mettent de moins en moins d'avoir en dollars et de plus en plus font de leur monnaie. Et beaucoup de gens aux États-Unis disent si on continue à appliquer de façon trop excessive notre législation de façon extraterritoriale, on va perdre un avantage qui est le dollar, parce que les gens vont se détourner de cela. Mais je suis d'accord avec vous pour constater que l'Europe n'est pas suffisamment volontariste dans l'usage de l'euro comme monnaie d'échange. Merci Pascal, merci Monsieur Cohen pour votre question. Laurent Stéphan, merci d'être avec nous, on vous écoute. Bonsoir. Vous parlez beaucoup des États-Unis, de la Chine, et vous excluez la position de l'Inde et de l'Europe, et l'Inde, pour vous, n'existe pas. Alors, non, mais il y a 193 pays, j'en ai parlé de quelques-uns, je ne vais pas parler des 188 autres. Ce sera quand même le plus peuplé dans pas longtemps. Et c'est déjà le plus peuplé. Mais en même temps, ils ont un PIB qui est 4 à 5 fois inférieur à celui de la Chine. Ils ont un système où les castes sont abolies, mais existent toujours. Il y a 40 000 meurtres liés au problème de caste chaque année. La situation de la femme en Inde n'est pas des plus favorables. Si les femmes étaient moins maltraitées, le PIB indien serait beaucoup plus fort. Donc on a calculé aussi le fait que la femme ait un rôle secondaire en Inde, etc. Donc l'Inde, vous avez tout le discours sur la plus grande démocratie du monde, etc., avec un régime de plus en plus autoritaire, celui de Narendra Modi, qui notamment a un problème avec ses 160 millions de musulmans qu'il regarde de travers et qu'il essaye de réprimer. Donc l'Inde n'a pas réalisé les promesses dont on attendait, et elle a été larguée par la Chine. Elle a été larguée dans la course à la puissance par la Chine. Et donc elle a un lien très fort avec les États-Unis, notamment grâce à la communauté amérindienne qui sert de pont. Mais l'Inde n'est pas... vous entendez souvent l'Inde sur les grands sujets internationaux? Ils ont très peu de diplomates, par ailleurs.
Donc, ils ont un low profile sur beaucoup de choses. Alors bon, il y a l'Alliance universelle du yoga, qui est peut-être un point de soft power, mais l'Inde n'est pas une puissance à l'égal, y compris de la Russie, même si son PIB est plus important que celui de la Russie. Parce que la Russie a une diplomatie active, et que Poutine sait où il va. Alors que l'Inde est engluée dans les problèmes intérieurs qui l'empêchent de se déployer à l'extérieur. Merci Pascal, merci Laurent pour cette question. Monsieur, merci de vous présenter, et puis Renaud juste après. Bonsoir monsieur, on vous écoute. Oui, bonsoir Jean-Paul, je représente la société Alcim. On exporte nos produits aux États-Unis et en Chine. Et je me demandais, vous parlez d'une crise entre les deux géants. J'essaie de voir si ça peut être dangereux ou pas pour nos affaires, assez égoïstement. Est-ce que vous pensez que, vous parlez d'une crise entre les deux pays, est-ce que ça pourrait déboucher sur plus qu'une simple crise de deux géants, donc une guerre? Je pense notamment, après Hong Kong, à Taïwan, qui à mon avis est stratégique aussi pour les États-Unis. Est-ce que, selon vous, dans les années qui viennent, il pourrait y avoir un danger plus grand que des coups de canif dans des contrats commerciaux? Merci pour votre question, Pascal Boniface. On dit, bon, en fait, le doux commerce, les pays qui commercent ensemble ne se font pas la guerre. Et vu qu'il y a 2 milliards par jour d'échanges entre Pékin et Washington, ça peut être le signe qu'il n'y aura pas la guerre. Mauvaise nouvelle, c'était aussi le premier partenaire commercial de l'Allemagne au début du XXe siècle, c'était l'Angleterre. Et inversement. Ça ne les a pas empêchés d'aller à la guerre. La différence avec Sparte et Athènes, c'est la diffusion nucléaire, qui n'existait pas. Donc je ne pense pas qu'il y ait un affrontement militaire entre Pékin et Washington. Il peut y avoir des dérapages, il peut y avoir des crises. Le point, là où je vous rejoins à 100%, le point nodal, c'est Taïwan. La Chine ne peut pas accepter l'indépendance de Taïwan. C'est la ligne rouge pour tous les Chinois. Xi Jinping serait en difficulté face à sa population. On dit qu'il n'y a pas d'opinion publique en Chine, mais si on dit que Taïwan est perdu, il y aura une opinion publique. Donc il ne peut pas. Pour l'instant, tout va bien, puisque Taïwan a une indépendance de fait, sans avoir une indépendance de droit. Et pour l'instant, les dirigeants taïwanais ont eu l'intelligence de ne pas proclamer leur indépendance, en disant, il n'y a que 15 pays qui nous reconnaissent officiellement. Avant, ils étaient plus nombreux, mais la relation a changé. Mais bon, nous, on n'a pas d'ambassadeur, mais on a une délégation permanente. Honnêtement, c'est pareil. Le président du SALDIRIS, Alain Richard, part à Taïwan demain à la tête d'une délégation du Sénat. Enfin, donc les Taïwanais, dans leur sagesse, se disent on ne va pas réclamer, proclamer l'indépendance, on en bénéficie de fait. Pourquoi la proclamer de façon un peu, disons, solennelle, ce qui pourrait déclencher? Parce que pendant très longtemps, on disait que s'il y avait une guerre entre la Chine et Taïwan, si la Chine voulait faire par la force la réunification de la Chine, ça aurait été la plus grande compétition de natation jamais organisée, parce qu'elle n'avait pas assez de bateaux pour envoyer les militaires. C'est plus vrai. La Chine n'a pas les dépenses militaires américaines. Les dépenses militaires américaines, c'est 740 milliards de dollars par an. La Chine, c'est 200. Mais voilà, ils peuvent. Et donc, je pense qu'on est dans un entre-deux où la Taïwan ne proclame pas son indépendance, passe entre les gouttes, et la Chine, chacun fait semblant. Personne ne perd la face. La Chine ne renonce pas à son objectif de réunification. Taïwan ne renonce pas à son existence. Et donc, tout le monde est content. C'est aussi à ça que sert la diplomatie. Renaud Josse, on vous écoute. Et après Milad. Bon, bonsoir, Renaud Josse, je suis dirigeant de CMF. Dans cette opposition ou cette rivalité entre les États-Unis et la Chine, comment vous voyez l'évolution du Moyen-Orient et quelle est sa place? Moyen-Orient, Amérique latine, le Brésil, le tiers des exportations brésiliennes va en Chine. Le tiers des investissements directs étrangers au Brésil viennent de Chine. Donc Bolsonaro peut proclamer tout son amour pour Trump et toute sa détestation pour Xi Jinping. Les chiffres sont les chiffres. Mohamed Ben Salman a d'excellentes relations avec Xi Jinping. Et d'ailleurs, pour eux, c'est un plan B. L'Iran a de très bonnes relations avec la Chine, et la plupart des pays du Golfe, dans leur diversité, ne sont plus uniquement dans la main des Américains. Parce que la Chine leur achète du pétrole, leur fournit des biens, et leur donne une alternative. Donc la Chine est très présente au Moyen-Orient. La Chine est très présente en Afrique, vous le savez.
Les sommets Chine-Afrique réunissent plus de 40 chefs d'État et de gouvernement. Donc aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire commercial de 120 pays, les États-Unis de 60. Donc voilà, la Chine est très présente au Proche-Orient et dans l'ensemble, la Chine a d'excellentes relations avec Israël, avec lequel les échanges technologiques sont nombreux et variés, ce qui inquiète les Américains. Parce qu'ils disent on fournira plein de trucs à Israël, est-ce qu'Israël ne va pas laisser les Chinois regarder derrière? Donc la Chine n'est plus la Chine repliée sur elle-même, à l'image un peu, en exagérant à l'image de ce qu'est l'Inde aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça, mais bon. Mais la Chine, elle se déploie sur 15 agences onusiennes, 4 sont dirigées par des Chinois. Parce que pendant que Trump désertait l'ONU, la nature ayant horreur du vide, la Chine investissait. Et donc, comme l'a dit Bill Gates, qui, je ne crois pas être un agent d'influence chinois, il disait, quand on vous donne des vaccins, vous ne regardez pas la nature du régime politique, vous prenez les vaccins. Ou les masques. Milad Nouri. Oui, dirigeant de la société Globax. Alors j'avais une question par rapport à la Chine et l'affaire Evergrande. Est-ce que vous pensez que ça montre un petit peu les limites du système chinois? Et quels seront, à votre avis, les secteurs qui vont booster la croissance chinoise dans les 10 prochaines années? Alors non, ça montre les capacités du système chinois à réagir par rapport à la menace d'une faillite globale. Il n'y a pas eu de Lehman Brothers chinois. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a une direction et qui... Et donc il y a une surproduction d'appartements parce que c'était le boom immobilier, que tout le monde veut un appartement pour le fils pour qu'il puisse se marier, etc. Parce qu'il y a moins de femmes que d'hommes, etc. Mais ça fait 20 ans que j'entends parler de la bulle spéculative chinoise. Elle a éclaté au Japon en 90 parce qu'il y avait des dettes pourries. Ce n'est pas le cas en Chine. Je pense que les secteurs de développement chinois, il y en a plusieurs, mais il y en a 2 qui me paraissent importants. C'est le Green Deal, les énergies renouvelables, tout ce qui, parce qu'il va être neutre carbone 2060, et qu'ils y voient un moyen de faire de la progression économique, de faire de la croissance et de faire de l'influence, et qui veulent laver leur image de pollueurs aussi. Et l'autre relais de croissance, c'est la consommation intérieure. Pendant très longtemps, c'était une économie qui était conduite par les exportations. Aujourd'hui, les Chinois sont contents, ils vont consommer encore plus. S'ils consomment encore plus, le Parti communiste sera encore plus populaire. Donc c'est lutte contre la dégradation climatique et consommation intérieure. Juste à côté de Milad. Merci Milad pour cette question. On vous écoute, merci de vous présenter. Oui, bonsoir Monsieur Boniface. Donc Yves-Olivier Lenormand, je suis le délégué régional d'Airbus Développement. Je voulais connaître votre analyse sur la rupture du contrat commercial entre l'Australie et Naval Group au profit, on va dire, d'une entente États-Unis, Angleterre, Australie. Je pense que j'en ai parlé, c'est une trahison, c'est un coup de jarnac que les Australiens vont payer très cher, d'une part parce qu'ils vont payer des dédits à la France, qu'ils n'auront jamais la sous-traitance que la France leur accordait de la part des États-Unis, et qu'en plus, ils se sont mis dans une situation inacceptable pour Pékin face à l'Australie. Donc c'est eux qui les dindons de la farce. Ils en sont les acteurs, mais en même temps les dindons. Pour la France, c'est un coup dur pour l'industrie navale, effectivement, mais c'est la vie des contrats. Je veux dire, il y a une mauvaise manière qui nous a été faite. C'était un contrat qui permettait une percée en Australie, qui était un marché un peu fermé du point de vue militaire, mais ce n'est pas la fin de la présence française dans l'Asie-Pacifique. Je pense que l'enjeu des élections en Nouvelle-Calédonie en décembre est beaucoup plus important par rapport à cela. Mais donc, on a quand même des contrats en Malaisie, on a des contrats en Indonésie, on a des contrats en Inde, on peut avoir des contrats en Corée. Donc, ce n'est pas la fin de la présence, mais effectivement, il faudra se rappeler de cela par rapport aux Australiens et leur accorder moins d'avantages qu'on ne voulait leur accorder, parce que ce ne sont pas des méthodes, tout simplement, entre alliés. On peut casser les contrats, mais pas de cette façon-là. Pas dans le dos, pas en disant l'inverse et en jurant dans les yeux qu'on est amis. C'est pas... Je veux dire, si les Australiens avaient dit, bon, voilà, enfin, si ça avait été franc jeu, ça aurait été différent. Mais là, la méthode est quand même peu acceptable.
Un mot retour en Europe très rapidement avec notre premier partenaire économique. On n'a pas beaucoup parlé de l'Allemagne, les élections fédérales, l'arrivée des sociaux-démocrates. Bonne ou mauvaise nouvelle pour les relations commerciales? Alors, c'est pas fait encore, hein, parce qu'il va y avoir de longues tractations, etc. Mais le scénario majeur, c'est une coalition sociaux-démocrates, verts et libéraux. Les verts libéraux sont l'eau et le feu. Enfin, c'est vraiment bon. Alors, c'est vrai que les sociaux-démocrates sont quand même un peu plus pro-français et pro-européens. Ce sont les libéraux qui sont les plus anti-européens, qui sont les plus contre les plans de relance, qui sont les plus hostiles à la France par nature, fonction et tradition. Donc on verra, mais je pense que la nature de la relation entre la France et l'Allemagne est tellement forte, tellement ancrée dans l'histoire et tellement ancrée dans nos intérêts réciproques qu'elle ne changera pas fondamentalement. Et qu'il n'y aura plus Merkel, et qu'un social-démocrate pourra être un peu plus ouvert sur l'autonomie stratégique européenne, sur la coopération industrielle. Les Verts vont bien sûr mettre beaucoup d'interdits sur l'énergie. Ils ne vont pas mettre fin à Nord Stream 2, c'est déjà signé, c'est presque fait. Ils ne vont pas débrancher les pipelines, etc. Donc, anti-nucléaires, ils le sont déjà. Merkel a cédé de façon assez incompréhensible à ces groupes de pression pour, au nom de la protection de l'environnement, recourir aux centrales à charbon. Merci. Pascal, une dernière peut-être question. Deux, allez, rapidement, tout au bout, on va donner le micro. Merci de vous présenter, de poser votre question, on vous écoute. Bonjour, bonsoir Monsieur Boniface. Ludivine Chalet-Lucas, les meubles Gauthier en Vendée. Vous avez rapidement évoqué la Nouvelle-Calédonie. J'aimerais bien que vous développiez un petit peu. Ça m'intéresserait de savoir l'enjeu de ce qui va ou pas se passer au mois de décembre. D'une part, il y a un référendum, le 3e et dernier. Et la question, c'est, voulez-vous devenir indépendant ou rester sous souveraineté française? C'est aussi simple que ça. Pour l'instant, les sondages montrent plutôt... les deux premiers référendums ont été oui, on reste sous souveraineté française. On ne sait pas ce que ça peut devenir. L'enjeu, c'est que la Nouvelle-Calédonie indépendante sera l'objet d'appétits chinois auxquels il sera difficile de résister. Si la France est présente, c'est plus difficile pour la Chine de s'implanter en Nouvelle-Calédonie. Mais un pays qui vient d'être indépendant et qui doit tout construire, les Chinois seront là pour s'implanter. C'est aussi un enjeu important. Et si la Nouvelle-Calédonie devient indépendante, la France perdrait une grande partie de sa zone économique exclusive. Merci Madame pour votre question. Les dernières questions, monsieur, on vous écoute. Merci de vous présenter. Posez votre question. Oui, bonsoir. Vous avez évoqué rapidement le défi climatique. Je voulais avoir votre opinion sur la motivation et de la Chine sur ce sujet-là, parce que je doute fortement, mon expérience me prouve que la motivation américaine est plutôt basse. Il y a l'Inde aussi, donc on sait tous que l'Inde, la Chine et les États-Unis sont les plus gros pays émetteurs de CO2. Donc je voulais avoir votre point de vue sur le point de vue chinois, notamment donc sur le défi climatique. Aux États-Unis, c'est très partagé, c'est très clivé comme tout sujet américain. Vous avez des gens qui sont très très engagés contre la dégradation climatique et d'autres qui pensent que soit c'est Dieu qui décide de tout, donc c'est pas la peine de s'en occuper, soit que c'est un complot chinois pour casser la croissance américaine et qu'il ne faut pas s'en occuper. C'est ce que pensait Trump. En Inde, ils ne s'en occupent pas beaucoup. Pas beaucoup. En Chine, c'est un problème d'opinion publique. Parce que c'est un problème de santé publique. Vivre à Pékin auparavant, c'était comme fumer 2 paquets de cigarettes par jour. En France, on fait la circulation, à Paris, on fait la circulation alternée quand il y a 70 ppm qui sont émises. En Chine, on ouvre les fenêtres quand c'est ça. Parce que la moyenne, c'est 350. Donc, les gens il y a quand même une opinion publique en Chine, malgré le système autoritaire. Et les gens disent, il y en a marre, notre santé est en jeu, et les dirigeants disent, bon, il faut qu'on fasse attention à ça. Et par ailleurs, ça peut être non pas un frein, mais un facteur de développement. Donc, je pense que l'adhésion de la Chine à ces objectifs est sincère au sens où ce n'est pas pour l'humanité, c'est pour eux, mais qu'ils y voient l'intérêt national là-dedans, à la fois par rapport à leur population et par rapport à leur croissance économique. Merci Pascal. Peut-être une dernière question. On n'a pas beaucoup parlé de nos amis anglais ou de la perfide Albion. On verra comment on peut le percevoir. En tout cas, problème structurel de la crise migratoire, ça c'est un sujet. Problème plus ponctuel de la remise en question des attributions des licences de pêche. Là, en ce moment, ça va être compliqué de travailler avec les Anglais dans les prochains mois. De plus en plus compliqué parce que Boris Johnson fait de la politique intérieure lorsqu'il parle aux étrangers. Et donc, il est prisonnier de ses promesses insensées. Il est prisonnier du paysonnage qu'il a construit. Et il pense que plus il
jouent les matamors, plus ils gagnent du temps par rapport à l'opinion publique. Mais les faits ont la tête dure. Et un jour ou l'autre, il va payer la note. Et là, quand on voit quand même qu'ils sont à quémander pour avoir des chauffeurs qu'ils avaient virés auparavant, et qu'il commence à y avoir des bagarres dans les stations essence pour avoir droit au ravitaillement, eh bien du plaisir. Monsieur Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, on peut vous applaudir, évidemment. Très, très enrichissant. Merci beaucoup. Merci Pascal Boniface, merci pour votre présence et vos interventions évidemment tout à fait brillantes. Pour accueillir à la conclusion de cette séquence International Week étape nantaise, merci d'accueillir le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire, Yann Trichard, avec vos applaudissements. Bonsoir Yann. Salut. 1, 2, ça marche. 1, 2, ça va durer 1 minute parce que vous en avez assez et puis que l'essentiel, c'est juste derrière. C'est l'apéro et le réseautage, puisqu'on sait bien qu'on fait du business en faisant du réseau et donc c'est derrière. Et on garde Pascal Boniface pendant une grosse demi-heure, donc je veux être très court. Simplement pour vous dire que vous étiez 622 chefs d'entreprise aujourd'hui sur les 800 exportateurs de Loire-Atlantique, donc bravo, c'est super. On a beaucoup parlé de Chine et il y a Milad Nouri qui est là. Et Milad, il a écrit une BD qui s'appelle Bienvenue en Chine, c'est ça, de mémoire, et qui est super. Donc n'hésitez pas à le voir. Milad Nouri, lève-toi s'il te plaît, qu'on te reconnaisse, parce que pour aller en Chine, c'est bien de lire cette BD-là. Ça se lit facilement. Et puis on a eu aujourd'hui 70 experts pays. Vous avez fait plus de 360 rendez-vous internationaux et j'espère que donc les prochaines années qui sont parties pour faire de la fabuleuse croissance, puisqu'on est au moins sur 3 à 5 ans de rythme de croissance, personne ne le contredit. Donc à fond tous ensemble et on commence à réseauter dès maintenant et bonne soirée. Merci Yann. Un grand merci à nos partenaires, évidemment, CIC West, d'Axer Total Énergie, avec le soutien d'Audencia Business School, de l'IOC, bien sûr, et de Nantes Métropole. Excellente soirée, excellent cocktail juste après à suivre à côté. Merci.